Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bon visionnage à tous. L'assemblée retenait son souffle tandis qu'Amara Bennett remontait l'allée dans une robe de soie empruntée. La famille de son fiancé était assise, impassible, telle des juges lors d'une exécution. Chaque pas était comme une marche sur des braises. L'église était magnifique, tout en arches élancées et en vitraux qui peignaient le sol de lumière chatoyante. Mais cette beauté ne parvenait pas à masquer la froideur émanant du côté droit de l'allée. La famille Sterling se tenait là, rigide dans ses costumes coûteux et ses robes de créateur, les visages sculptés dans la glace. La regardant approcher comme si elle était une maladie infectant leur lignée, elle sentait leurs yeux la disséquer, elle, la femme noire dans la robe empruntée qui avait réussi à piéger leur fils en or. Amara gardait le menton haut, son bouquet de roses blanches ne tremblant que légèrement dans ses mains. Les fleurs étaient un cadeau du colocataire d'université de Julian, l'une des rares personnes à avoir salué ce mariage avec un semblant de gentillesse. Elle avait su que ce jour se déroulerait exactement ainsi. Julian l'avait prévenu, il y a des semaines, dans leur minuscule appartement. Il lui avait pris le visage entre ses mains et lui avait dit, « Ils essaieront de te faire sentir petite, mais tu es la chose la plus immense qui me soit jamais arrivée, la seule chose réelle de toute ma vie. » Maintenant, alors qu'elle atteignait l'autel et le voyait se tenir là, dans son costume sombre, les yeux brillants de larmes contenues et d'une dévotion absolue, elle se souvint pourquoi elle avait choisi cette voie. L'amour. Un amour pur, inébranlable, défiant le monde entier. Le genre d'amour qui vous pousse à entrer dans une pièce remplie de gens qui vous détestent, juste pour atteindre la seule personne qui vous voit entièrement. Les mots du pasteur glissaient sur eux comme une bénédiction, mais Amara les entendait à peine. Elle était trop concentrée sur les mains de Julian tenant les siennes, ses pouces dessinant de légers cercles sur sa peau, sur la façon dont il la regardait, comme si elle était la réponse à toutes les questions qu'il s'était jamais posées. Quand il murmura « Oui, je le veux », cela résonna comme le serment de la protéger contre le monde entier, contre sa famille, contre quiconque oserait tenter de diminuer ce qu'ils avaient. Lorsqu'ils s'embrassèrent, elle entendit la respiration sifflante de son père, le sanglot à peine audible de sa mère, qui pouvait être de chagrin ou de dégoût. Elle s'en fichait. À cet instant, enlacée dans les bras de Julian, ses lèvres sur les siennes, elle était intouchable. Il créait quelque chose que sa famille ne comprendrait jamais, une union fondée sur le choix, non sur l'obligation, sur l'amour, non sur l'héritage. La réception se tenait dans la grande salle de bal du domaine familial, une pièce conçue pour intimider. Des lustres de cristal déversaient leur lumière sur un sol en marbre importé d'Italie 3 générations plus tôt. Les tables, drapées de soie crème, arboraient des centres de table d'orchidées rares qui coûtaient plus que ce qu'Amara avait gagné en 6 mois à son précédent emploi. Elle se déplaçait au milieu de tout cela, se sentant comme une actrice dans la pièce de quelqu'un d'autre, aiguement consciente qu'elle n'avait pas sa place ici, que chaque surface et chaque visage lui hurlaient cette vérité. Mais la main de Julian ne quittait jamais le creux de ses reins, un rappel constant qu'elle lui appartenait, qu'elle était avec lui, et que c'était la seule appartenance qui comptait. Les invités chuchotaient derrière leur flûte de champagne. Amara captait des fragments de conversation, des mots comme « inapproprié »,« mais à quoi pensait-il » et « elle doit être enceinte », flottant dans l'air comme du poison. Elle souriait à travers tout, le visage endolori par l'effort de prétendre que rien de tout cela ne l'atteignait. Puis vint le toast qui allait tout changer. Victor Sterling se leva de la table d'honneur, un verre à la main. Le silence tomba sur la salle, empreint de ce genre d'anticipation qui précède une exécution publique. C'était un homme grand, large d'épaules malgré son âge, avec des cheveux argentés coiffés en arrière, dévoilant un visage sculpté par des décennies à obtenir exactement ce qu'il voulait. Ses yeux étaient des éclats de silex lorsqu'ils se posèrent sur Amara, et elle sentit la température de la pièce chuter. Le mariage, commença-t-il, sa voix portant sans peine dans la salle silencieuse, chaque mot précisément articulé, c'est l'union. Deux familles qui n'en deviennent qu'une. C'est l'héritage, la tradition, et la compréhension d'où l'on vient, de sa place dans la grande tapisserie de l'histoire. Amara sentit Julian se tendre à côté d'elle, sa main trouvant la sienne sous la table et la serrant fort. Certaines personnes, continua Victor, ses lèvres s'étirant en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, entrent dans une famille. Elles comprennent ce que signifie porter un nom, honorer un héritage, respecter les sacrifices faits par ceux qui les ont précédés. Elles comprennent que le mariage ne concerne pas seulement deux personnes, mais des dynasties, des lignées, la préservation de ce que des générations ont bâti.
La salle était si silencieuse qu'Amara pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles, pouvait entendre le froissement des tissus tandis que les gens bougeaient, mal à l'aise, sur leurs chaises. D'autres, et ici la voix de Victor prit un ton tranchant, assez pour faire couler le sang, se marient à des illusions. Ils croient que l'amour triomphe de tout, que la passion peut remplacer le lignage, que les sentiments peuvent se substituer à l'appartenance. Ils confondent un engouement temporaire avec des fondations permanentes. Des halètements parcoururent la foule. Amara sentit son visage brûler, sentit le poids de 200 regards apitoyés ou joyeux s'abattre sur elle comme des coups physiques. Elle voulait courir, disparaître, prouver qu'ils avaient raison sur toute la ligne en s'enfuyant en larmes, ses mains si serrées sur ses genoux que ses ongles creusaient des croissants dans ses paumes. « Mon fils, dit Victor, regardant maintenant Julien droit dans les yeux avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié dans son regard froid, a choisi la seconde option. Il a choisi une fantaisie plutôt que la réalité, un plaisir temporaire plutôt qu'un héritage permanent. » La salle éclata en murmures, certains choqués, d'autres approbateurs. Amara restait assise, figée, son corps entier raidi par l'humiliation et la rage. Elle sentait les larmes menacées, sa gorge se nouer, sentait chaque regard dans la pièce la fixer pour voir si elle allait craquer. Alors Julien se leva. Il ne se leva pas rapidement ou de façon théâtrale. Il se leva avec la grâce lente et assurée d'un homme qui avait enfin fait la paix avec un choix terrible mais nécessaire. Sa chaise racla le marbre avec un son semblable à celui d'une épée qu'on tire du fourreau. Tous les yeux se tournèrent vers lui, les murmures mourant instantanément. « Père, dit-il calmement, et sa voix porta dans le silence comme une cloche, tu as bâti ton empire sur la peur, sur le fait de rabaisser les gens pour te sentir grand, sur l'écrasement de quiconque ne correspondait pas à ta vision étroite de ce que la famille devrait être, de ce à quoi l'amour devrait ressembler, de ce que l'appartenance devrait signifier. » Le visage de Victor s'assombrit, une rougeur montant à son cou. « Julien. Assieds-toi. Tu te couvres de ridicule. Je n'ai pas terminé. » La voix de Julien était d'acier enveloppé de velours, poli mais absolument inflexible. Il tendit la main et prit celle d'Amara, la tirant doucement pour la mettre debout à côté de lui. Elle se leva sur des jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre, ne sachant pas ce qu'il allait faire, mais lui faisant entièrement confiance. « Cette femme, que tu viens d'insulter devant tous ceux qui comptent pour toi, est l'amour de ma vie. Elle est brillante, gentille, forte, et plus digne de respect que quiconque dans cette pièce, y compris toi. Surtout toi. » Les yeux d'Amara s'emplirent de larmes. Mais c'étaient des larmes différentes. Pas de honte, mais quelque chose de féroce et de bouleversant. « Tu as bâti un empire sur la peur et la manipulation, » continua Julien, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Tu m'as appris que le pouvoir signifiait contrôler les autres, que la force signifiait ne jamais montrer de faiblesse, que la famille était une question d'obligation plutôt que d'amour. Tu avais tort. Sur tout ce qui compte. » La salle était maintenant totalement silencieuse, les invités figés, le champagne à mi-chemin de leurs lèvres, les fourchettes suspendues au-dessus de gâteaux intacts. « Elle est ma vie, » dit Julien, se tournant pour regarder Amara avec une telle tendresse qu'elle sentit ses genoux faiblir. « Elle est mon choix, ma partenaire, mon avenir, mon tout. Et si tu ne peux pas l'accepter, si tu ne peux pas la traiter avec le respect qu'elle mérite, alors tu n'es pas ma famille. Elle l'est. » Il se tourna à nouveau vers son père. Fin de la discussion. Victor se tenait là, le visage pourpre de rage et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Sa femme s'agrippait à son bras, murmurant avec urgence, mais il la repoussa. Le pouvoir dans la pièce avait basculé, et tout le monde pouvait le sentir. Le patriarche qui avait régné avec une autorité absolue était soudainement, publiquement, en train de perdre le contrôle. Julien regarda alors Amara, et le regard dans ses yeux lui fit oublier la salle, les gens, l'humiliation. Il la regardait comme si elle était le soleil, et qu'il avait vécu dans l'obscurité toute sa vie. Comme si elle était de l'oxygène, et qu'il s'était noyé. Comme si elle était la première chose réelle qu'il ait jamais touchée. « Rentrons à la maison, » murmura-t-il. « Juste pour elle. » Ils sortirent ensemble, main dans la main, descendant la longue allée entre les tables des invités choqués. Amara garda la tête haute, ses pas mesurés et dignes, refusant de leur donner la satisfaction de la voir courir. Derrière eux, la salle éclata dans le chaos, les voix s'élevant, des disputes éclatant, Victor hurlant quelque chose sur l'ingratitude et la trahison, mais ils ne se retournèrent pas. Ils laissèrent 200 invités assis dans un silence stupéfait, laissèrent le gâteau à cet étage intact avec ses petites figurines de mariés qui ne leur ressemblaient en rien,
laissèrent le père qui venait d'essayer de les détruire, seul à la table d'honneur, son verre toujours levé pour un toast qui était devenu une déclaration de guerre. Cette nuit-là, dans la petite chambre d'hôtel que Julien avait réservée pour leur nuit de noces, non pas la grande suite que sa famille avait offerte avec des conditions, mais une simple chambre avec des draps propres, de l'intimité et la liberté, ils se serrèrent l'un contre l'autre dans l'obscurité. Peu importe ce qu'ils disent, murmura Julien contre ses cheveux. Ses bras enroulés autour d'elle comme s'il essayait de la protéger du monde entier. Nous sommes unis, toi et moi, contre tout. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui a toujours compté. Amara se recula juste assez pour voir son visage dans le clair de lune qui filtrait par la fenêtre. J'avais si peur, avoua-t-elle, sa voix se brisant, de rester là, à l'écouter me démolir devant tout le monde, de sentir tous ses yeux sur moi, tout ce jugement. Je voulais disparaître. Je voulais leur donner raison en m'enfuyant. Mais tu n'as pas fui. Non, parce que tu t'es levé. Elle toucha son visage de ses doigts tremblants, traçant la ligne de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres. Tu m'as choisi, devant tous ceux qui comptent pour toi, tous ceux qui ont du pouvoir sur ton avenir. Tu m'as choisi. Je te choisirai toujours. Il attrapa sa main et la pressa contre sa poitrine, où elle pouvait sentir son cœur battre, fort et régulier. Chaque jour, chaque instant, pour le reste de ma vie. Je te choisirai avant tout le reste. Avant l'argent, avant le confort, avant leur approbation, avant le chemin facile. Tu es ma famille maintenant. La seule famille qui compte. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une tendresse née de la défiance, leur corps échangeant les promesses que leur bouche avait déjà faites. Chaque contact était une rébellion, chaque baiser une déclaration, chaque mot murmuré un serment. Après, enveloppée dans les draps blancs unis de l'hôtel, Amara sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. La peur qui y avait vécu depuis sa première rencontre avec la famille Sterling, l'anxiété qui lui avait murmuré qu'elle n'était pas assez bien, pas à sa place, pas digne, commença à se transformer en autre chose. Du feu. Un feu pur, purificateur, fortifiant. Il veut nous briser, dit-elle dans l'obscurité, sa voix maintenant stable. Les bras de Julien se resserrèrent autour d'elle. Il ne peut pas briser ce qu'il ne comprend pas. Il pense que l'amour est une faiblesse, un handicap, quelque chose qui vous rend vulnérable. Il n'a aucune idée. Aucune idée que c'est la chose la plus forte au monde. Que deux personnes qui se choisissent vraiment deviennent invincibles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu sais qu'il ne laissera pas tomber. Il va s'en prendre à nous. À moi, maintenant. Julien l'embrassa au sommet de son crâne, respirant l'odeur de ses cheveux. Maintenant, nous vivons. Nous aimons. Nous construisons une vie ensemble qui est la nôtre, pas la sienne. Nous leur prouvons à tous qu'ils ont tort, non pas en les combattant, mais en étant si authentiquement heureux que leur haine en devient insignifiante. Le lendemain matin, ils se réveillèrent avec 17 appels manqués de Victor et un message laconique livré par coursier à leur chambre d'hôtel. L'enveloppe était lourde, chère, marquée du sceau de la famille Sterling. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un message tapé dans un langage froid et formel. Julien était attendu immédiatement au siège de l'entreprise familiale. Son poste l'attendait, et Amara, précisait le message avec un mépris à peine voilé, se verrait offrir l'opportunité de prouver son utilité à l'entreprise familiale. Julien lut le message à voix haute, la voix tendue de colère, puis le froissa lentement dans son poing. Il tend un piège. Il va te rendre la vie infernale. Essayer de prouver que tu n'es pas assez bien. Essayer de nous briser de l'intérieur. Je sais. Amara le regarda fixement, le feu de la nuit dernière brûlant toujours dans sa poitrine. Mais nous y allons quand même, n'est-ce pas? Parce que refuser signifie tout perdre. Refuser signifie abandonner avant même que le combat ne commence. Accepter signifie les regarder essayer de te détruire chaque jour. Cela signifie endurer leur cruauté, leur moquerie, leurs efforts constants pour te faire abandonner. Laisse-les essayer. Le feu brûla plus fort, plus chaud. Je n'ai pas survécu à tout ce que j'ai vécu, à chaque instant où l'on m'a dit que je n'étais pas à ma place, à chaque porte claquée à mon nez, à chaque personne qui m'a regardé en voyant quelqu'un d'inférieur. Juste pour laisser l'approbation de ton père me définir. S'il veut me tester, je réussirai chaque test. Et quand je le ferai, quand je prouverai ma valeur encore et encore et encore, il devra me regarder réussir malgré sa haine. Cela lui fera plus de mal que n'importe quelle rébellion. Julien la serra contre lui,
pressant son front contre le sien, leur souffle se mêlant. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. La plus courageuse, la plus magnifique. J'ai appris des meilleurs. Elle sourit contre ses lèvres. Tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force, en te levant devant tous ceux qui ont du pouvoir sur toi et en choisissant l'amour plutôt que la peur, en choisissant ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. C'est ça, le courage. C'est le genre de force qui compte vraiment. Ils s'habillèrent en silence, se préparant pour la bataille en tenue de travail et avec des expressions déterminées. Amara emprunta l'une des cravates de Julien pour attacher ses cheveux en un chignon sévère, une armure pour la guerre à venir. Alors qu'il quittait l'hôtel main dans la main, sortant dans la lumière du soleil matinal, Amara leva les yeux vers le ciel éclatant et se fit une promesse silencieuse. Elle n'allait pas seulement survivre à la famille Sterling. Elle allait prospérer malgré eux. Elle excellerait d'une manière qui rendrait leur haine mesquine et dérisoire. Elle leur apprendrait ce que signifiait sous-estimer quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à prouver. Leur amour était la seule bénédiction dont ils avaient besoin. Tout le reste n'était que du bruit. 3 semaines plus tard, Cassandra Sterling coinça Amara dans les toilettes de la direction, apparaissant soudainement dans le miroir derrière elle comme un fantôme bien habillé. Le sourire de la femme plus âgée n'était que venin et rouge à lèvres rubis, ses yeux brillants de malice. « Profite de ton bureau tant que tu le peux, ma chère, dit Cassandra, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. La patience de Victor a des limites, et une fois qu'il aura fini de jouer avec sa petite expérience sociale, une fois qu'il aura prouvé à Julien que tu n'es rien de spécial, la chute sera spectaculaire. J'ai hâte de voir ça. Amara croisa son regard dans le miroir, refusant de détourner les yeux, refusant d'être intimidée. Elle lui sourit en retour, opposant à la cruauté de Cassandra une certitude calme. J'attends ça avec impatience. Chapitre 2. L'Exode. Elle avait 5 minutes pour emballer 3 ans de génie dans une boîte en carton, pendant que toute l'équipe de direction assistait à son humiliation comme des spectateurs à un match de gladiateurs. La salle de réunion était conçue pour intimider, chaque détail calculé pour que les visiteurs se sentent petits et impuissants. Des baies vitrées allant du sol au plafond surplombaient la ville depuis le 37e étage, donnant à quiconque se tenait près de l'imposante table en acajou le sentiment d'être une fourmi face à l'Empire. La table elle-même pouvait accueillir 30 personnes confortablement, et aujourd'hui, chaque siège était occupé. Chefs de division, directeurs de département, cadres supérieurs, tous avaient été convoqués sans explication à cette réunion d'urgence, tous chuchotant des spéculations sur ce qui pouvait bien nécessiter un tel rassemblement. Amara était assise au milieu du côté gauche, Julien à côté d'elle, leurs mains jointes sous la table où personne ne pouvait les voir. Elle avait appris à cacher leurs liens pendant les heures de travail, avait appris toutes les règles tacites pour survivre en territoire hostile. Victor exigeait un professionnalisme absolu, ce qui signifiait en réalité prétendre que Julien et Amara étaient des étrangers qui travaillaient dans le même bâtiment. Gardez vos sentiments personnels en dehors de ces murs, leur avait-il dit froidement lors de leur première semaine. Ici, vous êtes des employés, rien de plus. Je ne laisserai pas mon entreprise se transformer en un feuilleton romantique. Pendant 3 ans, Amara s'y était conformée. Pendant 3 ans, elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement, arrivant avant l'aube quand le bâtiment était encore sombre, et partant bien après minuit, quand même les équipes de nettoyage étaient rentrées chez elle. Elle avait systématiquement corrigé des erreurs catastrophiques dans les opérations d'approvisionnement qui saignaient l'entreprise depuis des années. Elle avait conçu des systèmes entièrement nouveaux qui avaient sauvé l'entreprise de ce qui aurait été un effondrement inévitable. Elle avait restructuré 3 divisions défaillantes, les transformant de passifs en unités les plus rentables de l'entreprise. Elle avait accompli un travail qui aurait dû lui valoir des promotions, de la reconnaissance, du respect. Au lieu de cela, elle avait enduré 3 ans de moqueries constantes de Cassandra, de commentaires murmurés sur les « embauches pour la diversité » et la « discrimination positive ». 3 ans de dédain froid de Victor, traitant chaque succès comme attendu et chaque erreur mineure comme la preuve d'une inadéquation fondamentale. 3 ans de cadre qu'il appelait « la recrue de la diversité », quand il pensait qu'elle ne pouvait pas les entendre, qui remettait en question chaque décision qu'elle prenait tout en approuvant sans réfléchir des décisions identiques venant d'hommes ayant la moitié de ses qualifications. Mais elle avait survécu à tout cela parce que Julien avait été son refuge, son réconfort secret. Chaque matin, il trouvait un moyen de lui apporter un café, s'attardant juste assez longtemps pour lui murmurer des encouragements. « Tu es brillante. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. » Chaque soir, il l'attendait dans le parking, la ramenant à la maison, écoutant ses frustrations,
lui rappelant pourquoi ils enduraient cette torture. Un jour, ils verront ce que je vois. Un jour, ils comprendront. Amara avait cessé d'y croire il y a des mois. Ils ne verraient jamais. Ils étaient trop aveuglés par leur propre arrogance, leur propre haine, leur propre peur de quiconque ne leur ressemblait pas, ne parlait pas comme eux, ou ne venait pas des mêmes cercles privilégiés qu'eux. Ils n'admettraient jamais qu'une femme noire venue de rien avait plus de talent et d'intelligence que toute leur équipe de direction réunie. Maintenant, assise dans cette salle de réunion où la tension crépitait dans l'air comme de l'électricité avant un orage, elle sentit le piège se refermer sur elle. Elle avait su que ce jour viendrait, l'avait senti monter depuis des semaines dans la façon dont Victor la regardait, dans les conversations chuchotées qui cessaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Dans les sourires de plus en plus assurés de Cassandra. Victor se tenait à la tête de la table, son visage impassible, sculpté dans le granit. Il ne la regarda pas lorsqu'il commença à parler. Cette entreprise a été bâtie sur la loyauté, sur la confiance, sur la compréhension que nous sommes une famille, et qu'une famille prend soin des siens. Il marqua une pause, laissant les mots s'installer comme des pierres. Quand ces principes fondamentaux sont brisés, quand quelqu'un prouve par ses actions qu'il n'a pas sa place ici, qu'on ne peut lui faire confiance, mais qu'il travaille activement contre les intérêts de cette famille, des décisions difficiles doivent être prises. L'estomac d'Amara se noua. À côté d'elle, Julien se raidit, sa main se resserrant sur la sienne avec une intensité douloureuse. Avec effet immédiat, dit Victor, tournant enfin son regard froid directement sur elle, ses yeux comme des éclats de glace. Votre emploi est terminé. Vous avez 5 minutes pour récupérer vos effets personnels sur votre bureau. La sécurité a été informée et vous escortera hors du bâtiment. Vous n'êtes plus la bienvenue ici. La salle explosa. Des voix s'élevèrent, choquées et protestant, depuis plusieurs coins. Des cadres qui avaient travaillé avec Amara et connaissaient sa valeur, qui comprenaient ce que son départ signifierait. Mais Victor leva une main et le silence tomba comme une lame de guillotine, absolue et finale. Amara resta assise, très immobile, son esprit tournant à plein régime, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Elle sentit Julien commencer à se lever, sentit sa main se crisper sur la sienne, le sentit se préparer à exploser pour la défendre. Mais elle serra doucement la sienne en retour, une communication silencieuse qu'ils avaient perfectionnée au fil des ans. Attends. Fais-moi confiance. Laisse-moi gérer ça à ma façon. Lentement, prudemment, elle lâcha sa main et se leva. Tous les regards dans la pièce étaient fixés sur elle, comme sur un animal dans un zoo. Quelque chose de curieux et de légèrement répugnant à observer. Elle croisa directement le regard de Victor, et pour la première fois en 3 ans, elle le laissa voir exactement ce qu'elle pensait de lui. Pas avec des mots, pas avec de la colère ou des larmes, ni avec l'effondrement qu'il attendait clairement. Juste avec la légère courbe de ses lèvres. Un sourire. Calme, entendu, presque apitoyé. Merci, dit-elle clairement, sa voix stable et posée, chaque mot parfaitement articulé, d'être enfin honnête sur la nature de tout ceci. Puis elle se tourna et sortit de la salle de réunion, la tête haute, ses pas mesurés et dignes. Elle ne courut pas, elle ne pleura pas, elle ne leur donna pas la satisfaction de la voir s'effondrer, de prouver qu'ils avaient gagné, qu'ils l'avaient blessée. Elle marcha comme une reine quittant une salle de paysans, comme quelqu'un qui connaissait sa valeur indépendamment de leur jugement. Derrière elle, elle entendit l'explosion des voix, entendit le « Père, mais qu'est-ce que tu fous » de Julien, et entendit la réponse froide de Victor coupant court au chaos « Assieds-toi Julien. » Maintenant. Cela ne te concerne pas, ça ne me concerne pas ? Tu viens de virer ma femme. J'ai viré une employée qui n'était pas à la hauteur. Maintenant, assieds-toi avant de te ridiculiser davantage. Amara se dirigea vers son bureau, un petit espace qu'elle avait fait sien malgré sa taille, rempli de plantes qui avaient survécu à ses horaires de folie et de photos d'elle et Julien, volées lors de moments privés. Elle sortit la boîte en carton qu'elle gardait secrètement cachée sous son bureau depuis des semaines. Elle avait su que ce jour viendrait, s'y était préparée, avait fait la paix avec cette idée. Elle fermait la boîte, ses mains étonnamment stables, quand elle entendit des pas derrière elle. Plusieurs paires de pas. Malik Voss, le directeur des opérations, CO, se tenait à l'embrasure de sa porte. C'était un homme calme d'une 50aine d'années, réfléchi et prudent, quelqu'un qui ne s'était jamais moqué d'elle mais ne l'avait jamais défendue non plus. Quelqu'un qui avait pris le chemin de la moindre résistance, gardant la tête baissée et ses opinions pour lui. Son visage était pâle maintenant, sa mâchoire serrée par une émotion contenue. « C'est une erreur, dit-il doucement,
mais avec une conviction absolue. Oui, acquiesça Amara, continuant d'emballer. Ça l'est. Tu as sauvé cette entreprise à plusieurs reprises. La restructuration opérationnelle à elle seule nous a fait économiser des millions. La stratégie d'expansion internationale était du pur génie. Sans toi, nous nous serions effondrés il y a 2 ans et tout le monde dans ce bâtiment le sait. Je sais. Amara scella la boîte avec du ruban adhésif, le son aigu dans le silence du bureau. Malik la fixa un long moment, et elle pouvait voir la guerre qui se jouait sur son visage, sécurité contre conscience, confort contre intégrité. Puis il fit quelque chose qui la choqua au plus profond d'elle-même. Il se dirigea vers son propre bureau, juste à côté, et en ressortit portant sa mallette, sa sacoche d'ordinateur, ses photos de famille encadrées. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Amara, son calme se fissurant enfin. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Il desserra sa cravate d'une main, puis appela dans le couloir d'une voix assez forte pour porter à travers tout l'étage, « Quiconque a encore une conscience, quiconque croit encore qu'il faut faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Il est temps de s'en servir. Il est temps de se lever. » Ce qui se passa ensuite allait devenir légendaire dans les cercles d'affaires, raconté à voix basse pendant des années. Le jour où l'empire de Victor Sterling commença son inévitable effondrement. Un par un, ils vinrent. Helena, des marchés internationaux, portant son ordinateur portable et une boîte d'effets personnels, le visage empreint de détermination. Toute la division innovation, 6 personnes se déplaçant en un groupe silencieux au visage sombre, rassemblant leurs affaires avec l'efficacité de soldats évacuant avant un bombardement. Caleb, l'architecte système principal, boitant légèrement à cause de son mauvais genou mais se déplaçant plus vite qu'Amara ne l'avait jamais vu bouger. Le directeur des opérations, le directeur marketing, le responsable des relations clients, le consultant stratégique senior. Cassandra apparut dans le couloir comme une furie, le visage tordu de rage et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Qu'est-ce que vous croyez faire ? Retournez à vos bureaux immédiatement. C'est de l'insubordination. Ça s'appelle avoir une colonne vertébrale, l'interrompit calmement Malik. Tu devrais essayer un jour. Personne ne l'écouta. L'exode continua. Des gens portant des boîtes et des sacs, éteignant des ordinateurs, rassemblant des années de travail et tournant le dos à la sécurité et au confort parce qu'on leur avait enfin montré que certaines choses comptaient plus que les chèques de paie. Parce qu'ils avaient regardé Amara s'épuiser au travail pendant 3 ans, l'avaient regardé endurer les moqueries et la cruauté avec grâce et dignité, l'avaient regardé sauver l'entreprise tout en étant traitée comme si elle ne valait rien. Et ils en avaient eu assez. 22 personnes sortirent de ce bâtiment derrière Amara Bennett ce jour-là, la suivant dans l'inconnu parce qu'elle les avait traités comme des êtres humains quand tous les autres les avaient traités comme des outils à utiliser et à jeter. Parce qu'elle leur avait montré que le leadership signifiait élever les autres, pas leur marcher dessus pour grimper plus haut. Dans la rue, devant l'imposant immeuble de bureau, tenant sa boîte de 3 ans compressée en carton, Amara s'autorisa enfin à ressentir l'énormité de ce qui venait de se passer. L'adrénaline qui l'avait portée à travers le licenciement, la démission collective, l'emballage, disparut soudainement et la laissa tremblante. Ses yeux trouvèrent Julien, qui s'était frayé un chemin hors de la salle de réunion et se tenait maintenant à côté d'elle, sa propre mallette à la main, sa cravate déchirée là où son père avait essayé de le retenir physiquement de partir. « On a tout perdu » murmura-t-elle, et sa voix se brisa sur le dernier mot. Julien posa sa mallette avec un soin délibéré. Il enleva sa veste de costume cher, taillée sur mesure, un symbole du privilège auquel il tournait le dos et la posa sur ses épaules. Même si la journée d'automne était chaude, le geste n'avait rien à voir avec la température. C'était une question de protection, de réconfort, de solidarité. Une façon de la revendiquer comme sienne, même ici, surtout ici, devant le bâtiment où sa famille avait tenté de l'effacer. « Non, mon amour » dit-il doucement, l'attirant contre lui, enroulant ses bras autour d'elle comme s'il pouvait la protéger du monde entier. On a perdu leur cage. Pas nous. Nous sommes libres maintenant. Enfin, complètement libres. Amara regarda les 22 personnes rassemblées autour d'eux sur le trottoir, l'air perdu, incertain et courageux. Elle regarda Julien, dont elle venait de détruire la carrière, dont elle venait de lui coûter sa famille, dont elle venait de bouleverser tout l'avenir. Et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti en 3 ans de travail dans ce bâtiment. L'espoir. Un espoir réel, brillant, impossible. On commence demain, dit-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. Cette nuit-là,
Ils se rassemblèrent dans un sous-sol que Julien avait loué avec le reste de leurs économies. Une pièce en béton, humide et froide, qui sentait le moisi et les vieilles canalisations, mais qui avait 4 murs, un plafond et qui était à eux. Elle était vide, à l'exception de 24 personnes assises sur le sol en béton, en cercle, comme s'ils participaient à une sorte de retraite spirituelle bizarre. Amara se tenait au centre et parlait avec son cœur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais même pas si nous pouvons y arriver. Mais je sais ceci, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des survivants. Nous sommes les gens qui se sont levés, quand rester assis aurait été plus facile. Et ensemble, nous allons construire quelque chose qu'ils ne pourront jamais nous enlever. Quelque chose de réel. Malik prit la parole depuis sa place au sol. Comment on s'appelle? Il nous faut un nom. Amara regarda Julien, et il lui sourit avec tant d'amour et de fierté qu'elle sentit ses yeux lui piquer. Appelez-nous ce que nous sommes, dit-il doucement. Une famille. Ils s'endormirent cette nuit-là sur le sol froid en béton, la tête d'Amara sur la poitrine de Julien, ses bras enroulés autour d'elle. 22 autres personnes éparpillées autour d'eux dans des sacs de couchage et des couvertures qu'ils avaient apportés de chez eux. Ce fut la nuit la plus inconfortable et la plus belle de la vie d'Amara. Parce qu'ils étaient libres. De retour dans sa tour de bureau, Victor Sterling se tenait à la fenêtre, regardant les 17 bureaux vides visibles depuis son point de vue. Des bureaux qui représentaient ses employés les plus talentueux, le savoir institutionnel qui venait de franchir la porte. Et pour la première fois de sa vie, il sentit le souffle froid des conséquences lui frôler la nuque. Chapitre 3. La faim et le feu. Ils apprirent que l'amour avait le goût de nouilles instantanées mangées à minuit sur un sol sans meubles. Et que c'était, d'une certaine manière, la chose la plus délicieuse qu'ils aient jamais connue. Le premier mois fut brutal. Ils n'avaient pas de clients, pas de contrat, pas de réputation en dehors d'être les gens qui ont quitté Victor Sterling. Les 22 qui les avaient suivis étaient d'une loyauté sans mesure, mais la loyauté ne payait pas le loyer, ni les courses, ni les factures qui s'accumulaient. Les économies s'évaporèrent comme de l'eau sur du béton chaud. Le bureau en sous-sol qui avait semblé temporaire devint leur univers entier. Amara travaillait 20 heures par jour, passant des centaines d'appels, rédigeant des propositions jusqu'à ce que ses doigts aient des crampes. La plupart des portes se fermaient à son nez. L'influence de Victor était grande, son influence empoisonnée. Les clients potentiels écoutaient poliment, puis citaient de vagues inquiétudes quant à leur fiabilité, un langage codé signifiant que Victor les avait mis en garde. Julien travaillait à ses côtés, ne se plaignant jamais, ne suggérant jamais d'abandonner. Il appela tous ses contacts, brûlant tous les ponts avec les alliés de sa famille. La plupart refusèrent. La nuit, ils s'effondraient sur le matelas pneumatique dans le coin, trop fatigués pour se changer, se tenant l'un l'autre dans l'obscurité. L'argent devint une anxiété constante. Ils rationnaient la nourriture, sautant des repas pour faire durer les provisions. Amara apprit à faire en sorte qu'un paquet de pâtes nourrisse 4 personnes. Ils arrêtèrent d'acheter du café, puis du thé, puis ne burent plus que de l'eau. Les petits luxes, un savon qui sentait bon, des fruits frais, des draps propres devinrent de lointains souvenirs. Le jour de l'anniversaire d'Amara, Julien utilisa leurs derniers dollars pour acheter des nouilles instantanées et une bougie. Il cuisina avec soin, divisant les nouilles en 2 bols, et alluma la bougie après que tout le monde fut parti. « Joyeux anniversaire, mon amour » murmura-t-il. Amara regarda la bougie vacillante, les nouilles bon marché, l'homme qu'elle aimait sur un sol froid. Quelque chose se brisa en elle. Les larmes coulèrent sur ses joues, toute la peur et l'épuisement se déversant. « C'est mon anniversaire » sanglota-t-elle. Des nouilles dans un sous-sol. Pas d'argent, pas d'avenir. J'ai gâché ta vie. Arrête. Il lui attrapa les épaules, la forçant à le regarder. Tu m'as sauvé. Avant toi, je somnambulais dans une vie que quelqu'un d'autre avait conçue. Maintenant, je suis vivant. Maintenant, je me bats pour quelque chose de réel. Nous mourrons de faim. Nous survivons. Il essuya ses larmes. Et quand nous nous relèverons, ce sera notre souvenir préféré. Nous deux contre le monde, nous choisissant l'un l'autre alors que nous n'avions rien d'autre. Elle l'embrassa alors, goûtant le sel et l'espoir. Ils firent l'amour cette nuit-là, leur corps échangeant des promesses que leur situation semblait tourner en dérision. Mais les promesses semblaient vraies malgré tout. 2 semaines plus tard, Victor passa à l'action.
Un coursier livra un message convoquant Julien au domaine. Amara le convainquit d'y aller. Affronte-le, dit-elle doucement. Puis reviens-moi. Le domaine était imposant, froid. Victor attendait dans son bureau, vieilli mais toujours autoritaire. Cette folie a assez duré, dit Victor. Tu as fait valoir ton point de vue. Maintenant, rentre à la maison. Je suis à la maison. Tu vis dans un sous-sol, le calme de Victor se fissura, à manger des ordures, jetant tout ce que j'ai construit pour une femme qui n'aura jamais sa place. Fais attention, père. Je t'offre tout. Victor écarta les mains, désespéré. Ta position, un siège au conseil, la vice-présidence, un héritage doublé, le Penthouse. Tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de la quitter. Les mots restèrent en suspension comme un gaz toxique. Tu ne peux pas être sérieux, dit Julien calmement. L'amour s'estompe, plaida Victor. La réaction chimique s'épuise. Mais l'héritage perdure. Cet empire est à toi. Ne le jette pas pour une passion qui te laissera sans rien. Julien vit clairement à quel point son père était petit. Vide. Terrifié par tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Tu ne comprends pas, dit doucement Julien. Amara ne m'enlève pas à quelque chose de précieux. Elle est la seule chose précieuse que j'ai jamais eue. Alors, vous mourrez de faim ensemble? Pourquoi? Pour l'amour. Pour l'intégrité. Pour pouvoir me regarder dans le miroir. Julien se dirigea vers la porte. Sans elle, je ne suis qu'une autre pièce de ton empire. Riche, puissant, et complètement seul. Qu'y a-t-il de mal à cela? Julien s'arrêta, regardant en arrière. Tout, père. Tout est mal là-dedans quand cela vous coûte votre humanité. Il retourna en voiture en silence, les mains tremblantes. Quand il entra, Amara lut tout sur son visage. Qu'est-ce qu'il t'a offert? Tout. Son souffle se coupa. Qu'est-ce que tu as choisi? Toi. J'ai choisi toi. Je te choisirai toujours. Elle l'embrassa férocement, le soulagement et l'amour déferlant en elle. Je t'aime tellement que ça me terrifie. Alors sois terrifié avec moi, dit-il, l'attirant plus près. Vis tout cela avec moi. Et nous serons suffisants. Cette nuit-là, ils parlèrent de leurs peurs et de leurs rêves, de la possibilité qu'ils n'y arrivent pas. Mais ils parlèrent aussi de l'alternative, le confort et la misère, la richesse et le vide. Je préférerais n'avoir rien avec toi, dit Amara, que tout avoir sans toi. Alors nous n'aurons rien ensemble, acquiesça Julien, et d'une manière ou d'une autre, nous en ferons quelque chose. La percée vint des contacts de Malik. Il trouva un fabricant régional qui se noyait dans l'inefficacité, au bord de l'effondrement. Il n'avait rien à perdre. Amara présenta sa proposition dans une salle de conférence empruntée, portant le même tailleur que le jour de son licenciement. Elle parla pendant 90 minutes sans notes, peignant une vision si convaincante que les cadres se penchèrent en avant, incapables de détourner le regard. Quand elle eut terminé, le silence s'étira. C'était leur dernière chance. Puis le PDG sourit. Quand pouvez-vous commencer? Le contrat fut signé 2 jours plus tard. Quand Amara vit les papiers, elle n'arrivait pas à y croire. Puis elle courut à travers le bureau, droit dans les bras de Julien. On l'a fait, sanglota-t-elle, riant et pleurant. Ils ont dit oui. On a un client. Julien la souleva du sol, la faisant tourner alors que le bureau éclatait en acclamations. Il l'embrassa profondément, déversant des années de lutte dans ce moment. Tu vois, murmura-t-il. Ensemble, nous sommes inarrêtables. L'équipe célébra avec le peu de nourriture qu'il pouvait s'offrir. Ce n'était pas chic, mais c'était joyeux. Amara fit un court discours. Nous avons gagné parce que nous nous soucions du travail, les uns des autres, de faire les choses bien plus tôt que facilement. Ce n'est que le début. Cette nuit-là, Amara et Julien regardèrent le contrat comme s'il était sacré. On va y arriver, dit-elle. On y est déjà arrivé, dit Julien en l'attirant contre lui. Au moment où nous nous sommes choisis, nous avons gagné. C'est juste le monde qui rattrape son retard. Ils rentrèrent chez eux et firent l'amour sur leur matelas au sol, célébrant leur survie, leur refus de se briser. De l'autre côté de la ville, le directeur financier de Victor entra dans son bureau, le visage pâle. « Monsieur, nous avons perdu le comte Grayson. Ils ont signé avec.
Avec elle. La main de Victor trembla. Son empire se fissurait sous ses pieds. Chapitre 4. La tempête des loups. Victor Sterling avait bâti son empire sur la peur. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un pourrait bâtir le sien sur l'amour, et que cela se révélerait tellement plus fort. Les attaques commencèrent subtilement, par un appel téléphonique d'une journaliste auquel Amara faillit ne pas répondre. La voix de la journaliste était amicale, décontractée, demandant un commentaire pour un article qu'elle écrivait sur les femmes noires qui réussissent dans les affaires. Cela semblait innocent, jusqu'à ce que les questions prennent un virage serré vers un territoire clairement conçu pour blesser. Est-il vrai que vous avez été licencié de votre poste précédent pour des problèmes de performance? Certaines sources disent que la famille de votre mari pense que vous l'avez manipulé pour l'épouser. Un commentaire? Comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles votre nouvelle entreprise est bâtie sur des informations confidentielles que vous avez volées à votre ancien employeur? Amara répondit honnêtement, calmement, gardant une voix professionnelle même si la rage bouillait sous sa peau. Elle expliqua qu'elle avait été licenciée pour avoir refusé de compromettre son intégrité, que l'opinion de la famille de son mari était leur affaire, et que chaque système et processus de son entreprise était construit à partir de zéro, avec des innovations qui allaient bien au-delà de tout ce que son ancien employeur avait même imaginé. Puis elle vit l'article sortir et se sentit malade. Une femme non qualifiée couche pour réussir dans l'entreprise de son mari, hurlait le titre en haut du site web d'une grande publication économique. L'histoire la dépeignait comme une manipulatrice, une séductrice qui avait piégé un riche héritier naïf et profitait maintenant de ses relations tout en n'apportant rien de substantiel. Julian était dépeint comme un imbécile, aveuglé par la luxure, jetant son héritage pour des plaisirs temporaires. Leur entreprise était décrite comme bâtie sur des idées volées et la tromperie conjugale, vouée à l'échec une fois la vérité éclatée. D'autres articles suivirent, dans une vague coordonnée. Des sources anonymes, clairement des gens qui n'avaient jamais parlé à Amara donnaient des interviews la décrivant comme difficile, non professionnelle, incompétente, vindicative. D'anciens collègues dont elle ne reconnaissait même pas le nom affirmaient qu'elle avait été un cauchemar au travail, que tout le monde dans l'ancienne entreprise était soulagé quand elle était partie. Son visage apparaissait dans les publications économiques à côté de mots comme « controversée »,« douteuse » et « problématique ». Chaque article citait les autres dans une boucle autoréférentielle de scandales fabriqués. La campagne était coordonnée, vicieuse, clairement financée par quelqu'un avec des poches profondes et des rancunes encore plus profondes. Quelqu'un qui savait exactement comment utiliser les médias comme une arme pour détruire les réputations. « C'est mon père », dit Julian d'un ton sombre un soir, lisant le dernier article à charge sur son ordinateur portable. Cela porte sa signature. Ce ne sont pas des histoires spontanées. Quelqu'un paie ces journalistes, leur fournit des informations, leur offrant probablement l'accès à des sources qu'ils veulent en échange de la publication de ces articles. Amara était assise à son bureau dans le sous-sol, fixant l'écran qui affichait commentaire après commentaire, la traitant de noms terribles, remettant en question sa valeur, son intégrité, son humanité même. Des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés déclaraient avec une certitude absolue qu'elle était une croqueuse de diamants, une fraude, une embauche de la diversité, qui avait fait croire à tout le monde qu'elle avait du talent. Les mots se brouillaient en un cœur de haine qui lui donnait la nausée et faisait trembler ses mains. Peut-être devrions-nous répondre, suggéra prudemment Malik, assis non loin de là, le visage troublé. Rétablir les faits. Raconter notre version de l'histoire. Non. Amara ferma son ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. Si nous nous battons dans la boue avec des cochons, tout ce qui se passe, c'est que nous nous salissons et que les cochons apprécient. Nous restons concentrés sur le travail. Nous faisons le travail. Nous laissons nos résultats parler plus fort que leurs mensonges. Mais les attaques fonctionnaient, au-delà des sentiments blessés. 3 clients potentiels appelèrent dans la même semaine pour annuler des réunions prévues, citant des inquiétudes concernant la controverse, et les récents développements, les relations existantes avec les fournisseurs se tendirent. Les gens devinrent soudainement réticents à être associés à une entreprise entourée par le scandale. Le fabricant qui avait signé avec eux commença à poser des questions embarrassantes sur la sécurité de leurs informations confidentielles. Julian regardait sa femme encaisser coup après coup, maintenant son sang-froid professionnel pendant les heures de travail, mais pleurant jusqu'à s'endormir la nuit, son corps secoué de sanglots silencieux qu'elle essayait de lui cacher, même à lui. Il la regardait se lever chaque matin malgré la douleur, enfiler son armure de vêtements professionnels et de sourire confiant, et affronter un autre jour de lynchage médiatique. Et quelque chose en lui céda.
il réserva une place dans une émission économique nationale en direct sans le dire à personne, faisant appel à des faveurs de contacts universitaires qui se souvenaient de lui avant que le venin de son père ne se propage dans leurs cercles sociaux. La présentatrice, une femme réputée pour poser des questions brutales et détruire les invités mal préparés, accepta immédiatement lorsqu'elle entendit parler du drame familial Sterling. Amara ne l'apprit que lorsque Julien lui envoya un texto à midi, « Allume la chaîne 7 tout de suite. Fais-moi confiance. » Elle et toute l'équipe se rassemblèrent autour de l'ordinateur portable de quelqu'un diffusant l'émission, et Amara sentit son cœur lui monter à la gorge en voyant Julien assis en face de la célèbre et impitoyable intervieweuse. « Monsieur Sterling », commença la présentatrice sans préambule, la voix tranchante, « de sérieuses questions sont soulevées quant aux qualifications de votre femme et à la légitimité de votre nouvelle entreprise. Allégations de vol, de manipulation, de fraude. Que répondez-vous aux critiques qui affirment que tout cela n'est que de la poudre aux yeux, bâti sur des informations volées et une tromperie conjugale ?» Julien regarda droit dans la caméra et quand il parla, sa voix était claire et inébranlable, remplie d'une conviction tranquille. « Je réponds que les critiques qui ne peuvent pas rivaliser sur le mérite se rabattront toujours sur les attaques personnelles. C'est le dernier refuge de la médiocrité. Ma femme est la stratège la plus brillante que j'ai jamais connue, et j'ai travaillé avec certaines des personnes les plus instruites et expérimentées de ce secteur. Elle ne se contente pas de résoudre des problèmes, elle voit des solutions que personne d'autre n'imagine même. Elle a transformé des systèmes défaillants en systèmes florissants. Elle a surpassé en travail, en réflexion et en innovation tous ceux qui ont essayé de rivaliser avec elle. C'est pour cela qu'ils ont peur. Mais les allégations de vol de propriété intellectuelle sont des mensonges, interrompit Julien, poli mais ferme, la mâchoire serrée. Une fabrication complète, répandue par des gens terrifiés par ce qu'elle représente, quelqu'un qui n'a pas besoin de leur approbation pour réussir. Quelqu'un qui peut construire quelque chose de réel avec intégrité, au lieu de la peur. Chaque système, chaque processus, chaque innovation dans notre entreprise a été construit à partir de zéro. Nous avons la documentation, les horodatages, les témoins. Mais plus important encore, notre travail parle de lui-même. La présentatrice se pencha en avant, sentant l'odeur du sang. Votre père a déclaré publiquement que vous faisiez une terrible erreur. Que vous aviez choisi votre femme au détriment de votre héritage familial. Que l'amour vous avait aveuglé sur la réalité. Que répondez-vous à cela? Julien sourit alors, et ce fut le sourire le plus triste et le plus beau qu'Amara ait jamais vu. Ses yeux brillaient de larmes non versées, mais sa voix resta stable. Je réponds que si l'aimer est une faiblesse, alors je ne veux jamais être fort. Si choisir l'intégrité plutôt que le confort est une erreur, alors j'espère faire cette erreur chaque jour pour le reste de ma vie. Mon père a bâti un empire sur la peur et le contrôle. Ma femme en construit un sur le respect et la confiance. L'histoire jugera quelle fondation dure le plus longtemps. Vous avez renoncé à une richesse, un pouvoir, des relations énormes. Je n'ai renoncé à rien qui comptait. Julien regarda à nouveau droit dans la caméra, et Amara sut qu'il s'adressait directement à elle. Ma femme et ma famille. Tout le reste n'est que du bruit. Et je la choisirai chaque jour, en toutes circonstances, plutôt que n'importe quelle alternative. Parce qu'elle me rend meilleur. Elle me rend réel. Elle me rend humain. L'extrait devint viral en quelques heures. Il fut visionné des millions de fois avant même la fin de la diffusion de l'émission. Partagé sur toutes les plateformes, cité dans des articles, des publications et des discussions. L'interview devint un symbole, l'amour contre le cynisme, le courage contre la peur, l'intégrité contre la corruption. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler d'Amara ou de Julien se surprirent à pleurer devant l'honnêteté brute, la conviction absolue dans sa voix lorsqu'il défendait sa femme. Les messages affluèrent. Certains étaient encourageants, partageant leurs propres histoires de choix de l'amour au détriment de l'approbation familiale, de résistance face à des personnes puissantes qui essayaient de les contrôler. D'autres étaient haineux, traitant Julien de faible, de soumis et d'idiot, affublant Amara de toutes les insultes racistes et sexistes imaginables. Mais tous rendirent l'histoire d'Amara et Julien impossible à ignorer, imposant leur amour à la conscience publique comme quelque chose qui ne pouvait être ni rejeté ni ignoré. Ils devinrent légendaires, le couple qui avait tout abandonné pour construire quelque chose de vrai. Mais la victoire eut un coût. 2 jours après l'interview, 3 autres clients se retirèrent, citant explicitement la controverse et leur malaise à être associés à une entreprise qui divisait autant. Les attaques dans les médias s'intensifièrent au lieu de s'estomper. Victor donna sa propre interview,
froid et dédaigneux de cette manière exaspérante qu'il avait perfectionnée, mon fils est confus. L'amour l'a aveuglé sur la réalité. Quand ce fantasme s'effondrera et il s'effondrera, parce que les fantasmes s'effondrent toujours, j'espère qu'il aura la sagesse de rentrer à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, Amara craqua d'une manière qu'elle ne s'était jamais permise auparavant. Julien la trouva assise sur le sol de leur appartement, entourée d'articles imprimés et de captures d'écran de messages haineux envoyés à l'email de leur entreprise. Elle pleurait en silence, les épaules secouées, les mains tremblantes alors qu'elle tenait preuve après preuve que le monde la détestait. « Je suis en train de te détruire », murmura-t-elle quand elle le vit, la voix rauque et brisée. « Tout ce que tu touches se transforme en poison à cause de moi. Ton père avait raison. Je te tire vers le bas. Tu devrais me quitter avant que je ne ruine ce qu'il reste de ta vie. » Non. Julien tomba à genoux à côté d'elle, ramassant les papiers et les jetant de côté, la serrant dans ses bras avec une intensité presque désespérée. Non. Tout ce que je touche devient réel grâce à toi. Avant toi, j'étais un fantôme. L'ombre de ce que mon père voulait que je sois. Jouant un rôle dans une pièce pour laquelle je n'avais jamais auditionné. Maintenant, je suis vivant. Maintenant, je me bats pour quelque chose qui compte. Maintenant, je sais ce que signifie être vraiment, complètement moi-même. Nous perdons, Julien. Il gagne. Nous nous battons. Il y a une différence. Se battre signifie que nous n'avons pas abandonné. Se battre signifie que nous y croyons toujours. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder, à voir la certitude absolue dans ses yeux. Écoute-moi. À chaque chute, nous nous relevons mutuellement. À chaque doute, nous répondons ensemble. À chaque attaque, nous survivons ensemble. Nous ne sommes pas fragiles. Nous sommes une force. Cet orage passera, parce que nous sommes plus forts que lui. Comment peux-tu le savoir? Parce que nous avons quelque chose qu'ils ne comprennent pas et ne pourront jamais toucher. Peu importe le nombre de mensonges qu'ils répandent ou combien d'argent ils dépensent pour essayer de nous détruire. Nous avons l'un l'autre. Réel, vrai, inébranlable. Cela nous rend invincibles. Non pas parce que nous ne pouvons pas être blessés, mais parce que nous pouvons survivre à tout tant que nous sommes ensemble. Elle l'embrassa désespérément, ayant besoin de sa certitude comme de l'oxygène, ayant besoin de sa force pour régénérer la sienne. Ils firent l'amour sur le sol de l'appartement, urgent et féroce, se rappelant physiquement ce que les mots ne pouvaient exprimer pleinement, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours ensemble. Nous nous battons toujours. Nous ne briserons pas. Le lendemain matin, ils retournèrent au bureau en sous-sol avec une détermination renouvelée. Les 22 collègues virent le lien indéfectible de leur leader et travaillèrent avec un dévouement redoublé, inspirés par un amour capable de survivre à ce genre d'assaut soutenu et d'en ressortir non pas plus faible, mais plus fort. Lentement, douloureusement, ils commencèrent à remporter de petites victoires malgré les attaques. Un client qui croyait en eux malgré les articles, qui fit ses propres recherches et vit la vérité sous les mensonges. Un contrat qui arriva de quelqu'un qui se fichait de l'opinion de Victor Sterling. Des résultats positifs de leur premier client qui parlait plus fort que n'importe quelle accusation, système fonctionnant mieux, efficacité améliorée, profit augmentant de manière mesurable et indéniable. Ils survivaient. Et en survivant, ils prouvaient que l'amour n'était pas une faiblesse, mais l'arme la plus puissante qu'ils possédaient. Cassandra entra dans le bureau de Victor sans frapper, 3 mois après l'exode, portant un dossier avec des mains tremblantes. Son visage était pâle, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait étrangement à de la peur. « Père, vous devez voir leurs résultats du 3e trimestre. » Elle posa le dossier sur son bureau comme s'il pouvait exploser. Ils ne font pas que survivre. Ils grandissent. Vite. Chapitre 5, les fondations de la loyauté. Les empires bâtis sur la peur s'effondrent lorsque la peur s'estompe. Les empires bâtis sur la loyauté durent éternellement. Les 22 collègues qui avaient suivi Amara hors du bâtiment de Victor ne travaillaient pas seulement pour elle. Ils croyaient en elle avec le genre de ferveur habituellement réservé aux prophètes. Elle avait prouvé jour après jour qu'elle les voyait comme des êtres humains, avec des vies, des familles et des rêves, plutôt que comme des instruments à utiliser et à jeter. Quand Caleb vint au bureau d'Amara, les yeux rougis et les mains tremblantes, elle sut que quelque chose de terrible était arrivé. « Ma fille a besoin d'une opération. Remplacement d'une valve cardiaque. L'assurance ne couvre pas tout. J'ai besoin de 15 000 pour la semaine prochaine. » Sa voix se brisa.
Je ne savais pas à qui d'autre demander. Amara n'hésita pas, de combien as-tu vraiment besoin? Pas le minimum. Combien pour les meilleurs soins et aucune dette après? Il la dévisagea. 25 000 couvrirait tout. Amara fit un chèque de 30 000. Le supplément, c'est pour que toi et ta femme puissiez prendre du temps libre. La famille passe avant tout. Toujours. Caleb s'effondra, et Amara le serra dans ses bras pendant que Julien regardait, tombant à nouveau amoureux de sa femme. C'était qui elle était. Quelqu'un qui donnerait tout pour protéger les gens auxquels elle tenait. Quand la mère d'Elena mourut subitement, Amara et Julien ne se contentèrent pas d'envoyer des fleurs. Ils assistèrent aux funérailles à 2 heures de route, restèrent pour tout l'office et aidèrent à ranger après. Vous n'étiez pas obligé de venir, dit Elena à travers ses larmes. Vous avez tellement d'autres soucis. Si, nous le devions, répondit Amara. Nous sommes une famille. C'est ce que fait une famille. Ces moments bâtirent une loyauté plus profonde que les fiches de paix. L'équipe travaillait des heures folles parce qu'elle croyait en ce qu'elle construisait, en l'idée qu'une entreprise pouvait être à la fois rentable et humaine. Pourtant, la vie était dure. L'appartement d'Amara et Julien était à peine meublé. Ils dormaient sur un matelas à même le sol parce que chaque dollar de rechange allait à l'entreprise, à leurs employés. Des boîtes en carton servaient de table. Leurs vêtements avaient des années, usés jusqu'à la corde. Un soir, Amara éclata de rire soudainement, surprenant Julien. « Regarde-nous, dit-elle. On gagne de l'argent décent maintenant, et on n'a toujours rien. Nous avons l'un l'autre. Je sais. C'est ça qui est drôle. Nous sommes plus riches qu'eux. Nous avons la paix. Ton père a des manoirs et il est malheureux. Nous n'avons rien et nous sommes heureux. » Julien lui embrassa le front. « Je choisirais cet appartement plutôt que son manoir, n'importe quel jour. » Ils firent l'amour lentement cette nuit-là, savourant chaque contact. Après, enveloppé dans des draps élimés, Amara ressentit un contentement total. Pas le bonheur d'avoir tout, mais la paix d'avoir exactement ce qui comptait. La percée vint des mois de travail d'Amara sur une approche révolutionnaire de la gestion des opérations. Grâce aux relations de Malik, elle se retrouva à faire une présentation devant une énorme société nationale. Ils étaient sceptiques, traditionnels, et avaient entendu les vilaines rumeurs. Mais ils étaient désespérés. Elle présenta pendant 3 heures, parlant avec passion de la transformation de systèmes entiers. Elle montra des modèles, des projections, des études de cas de leurs premiers clients, dont les indicateurs s'étaient améliorés au-delà de toute attente. Quand elle termina, la salle du conseil resta silencieuse si longtemps que son cœur commença à sombrer. Puis le PDG se pencha en avant avec un sourire sincère. « C'est la chose la plus brillante que j'ai entendue en 30 ans dans ce secteur. Quand pouvez-vous commencer ?» Le contrat valait plus que ce que l'entreprise de Victor gagnait en 1 an. Quand Amara vit les papiers signés, elle n'arrivait pas à y croire. Puis elle traversa le bureau en courant, droit dans les bras de Julien. « On l'a fait », sanglota-t-elle. Le contrat qu'ils ont signé. C'est énorme. Julien la souleva du sol, la faisant tourner alors que le bureau explosait de joie. Il l'embrassa profondément, des années de lutte déversées dans cet instant. « Ton intelligence, murmura-t-il, est ma chose préférée au monde entier. » L'équipe célébra avec de la vraie nourriture. De la bonne nourriture. Amara fit un discours. « Nous avons gagné parce que nous avons refusé les compromis. Nous avons traité les gens comme de la famille. Nous avons privilégié la vérité plutôt que la facilité. Nous avons bâti la loyauté au lieu de la peur. » Cette nuit-là, en regardant le contrat, Amara dit « On va vraiment s'en sortir. » On s'en est déjà sorti, Julien la serra contre lui. Au moment où nous nous sommes choisis, nous avons gagné. C'est juste le monde qui rattrape son retard. Ils firent l'amour, célébrant leur survie, leur refus de céder. Alors qu'ils s'endormaient, Amara sentit l'espoir fleurir. Tout ce qu'ils avaient sacrifié portait ses fruits de manière plus belle qu'elle n'avait osé le rêver. À l'autre bout de la ville, le directeur financier de Victor entra, le visage pâle. « Monsieur. Nous avons perdu le comte Grayson. 15 ans. 20% de notre chiffre d'affaires. Ils ont signé avec. Avec elle. » La main de Victor trembla en attrapant son scotch. Son empire se fissurant comme une fine couche de glace sur des eaux profondes. Chapitre 6, les fissures dans la dynastie. Le karma ne crie pas. Il murmure.
Et puis il prend tout. La première fissure dans l'empire de Victor Sterling apparut si subtilement qu'il faillit la manquer. La considérant comme une anomalie, plutôt qu'un signe avant-coureur de l'effondrement. Un client de longue date, dont la famille faisait des affaires avec les Sterling depuis 3 générations, appela pour dire qu'ils exploraient d'autres options. Quand Victor insista, quand il leur rappela des décennies de partenariats et de bénéfices mutuels, ils citèrent de vagues inquiétudes quant à la direction future et aux approches innovantes, qui manquaient apparemment à son entreprise. Approches innovantes. Perspectives nouvelles. Les mots avaient un goût de cendre dans la bouche de Victor. Parce qu'il savait exactement d'où venaient ces phrases. Dont l'influence se répandait dans son secteur comme une maladie. En quelques mois, d'autres fissures apparurent, de plus en plus fréquemment. Un autre client majeur partit. Puis un autre. Citant le même langage exaspérant sur l'innovation et la pensée nouvelle. Des opportunités d'investissement qui avaient semblé certaines, qu'on lui avait assuré être verrouillées, tombèrent soudainement à l'eau. Des partenaires qui avaient été fiables pendant des années commencèrent à remettre en question ses décisions, sa stratégie, son leadership. Le cours de l'action entama une baisse lente et régulière qui se transforma en une glissade inquiétante. Les membres du conseil d'administration, qui avaient été de dociles bénis-oui-oui, commencèrent à poser des questions embarrassantes lors des réunions, exigeant des explications sur la baisse du chiffre d'affaires et des parts de marché. L'empire qui avait semblé invincible à peine un an plus tôt commençait à montrer son âge, ses faiblesses. La pourriture qui avait été cachée sous des surfaces brillantes et des façades intimidantes. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'entreprise d'Amara prospérait d'une manière qui semblait presque impossible. Le grand contrat national avait ouvert les vannes. D'autres entreprises appelaient, voulant en savoir plus sur cette approche innovante. Tout le monde parlait de cette femme qui avait transformé des opérations en difficulté en entreprises florissantes. Son nom apparaissait dans les publications économiques. Des articles positifs, maintenant. Des profils de ses méthodes révolutionnaires. Des interviews où les journalistes buvaient ses paroles. Elle refusa la plupart d'entre elles, restant concentrée sur le travail plutôt que sur l'attention. Mais son influence se propagea quand même, par le bouche à oreille et des résultats qui parlaient plus fort que n'importe quelle campagne marketing. Les médias qui s'étaient moqués d'elle des mois auparavant demandaient maintenant des interviews, essayant de pivoter par rapport à leurs précédents articles à charge sans reconnaître leur complicité dans la campagne de dénigrement. Amara les refusa tous avec une politesse ferme, leur refusant la rédemption ou une autre chance de déformer ses propos. Victor remarquait tout. Il lisait chaque article, regardait chaque mention, cherchait son nom obsessionnellement, comme on gratte une plaie qui ne guérit pas. Il voyait le visage de son fils sur des photos à côté de sa femme, tous deux ayant l'air sincèrement heureux d'une manière que Victor n'avait jamais vue chez Julien pendant toutes ces années passées sous le toit de son père. Le bonheur sur ces photos fit se tordre quelque chose dans la poitrine de Victor, bien qu'il ne l'aurait jamais appelé regret ou honte. Un soir, Amara et Julien étaient assis dans leur appartement, toujours modestement meublé mais s'améliorant lentement, de vraies chaises maintenant, au lieu de boîtes, lisant les nouvelles sur leur tablette. L'entreprise de ton père a de sérieux problèmes, dit Amara doucement, lisant un article sur des licenciements et une restructuration. Je sais. La voix de Julien était soigneusement neutre. Est-ce que ça te fait te sentir, elle chercha le mot, voulant être honnête mais ne voulant pas supposer, point vengé? Heureux? Satisfait? Julien posa sa tablette et la regarda avec un tel sérieux qu'elle sut qu'il réfléchissait à cette question depuis un moment. Non. Ça me rend triste. Il a construit quelque chose de réel, autrefois. Avant que la peur ne le transforme en ce qu'il est devenu. Avant que tout contrôler ne devienne plus important que de construire quelque chose qui en vaille la peine. Maintenant, il le regarde s'effondrer parce qu'il n'a jamais compris qu'on ne peut pas maintenir un empire uniquement par la peur. La peur fonctionne jusqu'à ce que les gens arrêtent d'avoir peur. Amara se rapprocha de lui, prenant sa main dans les siennes. Nous avons gagné avec l'amour, pas la haine. Ça compte pour moi. Ça aurait été si facile de vouloir se venger, de profiter de sa souffrance, de jubiler. Mais ça ne fait pas du bien. C'est juste triste. Oui. Il lui embrassa le front, l'attirant contre son flanc où elle s'ajustait parfaitement. C'est ce qui te rend meilleur que lui. Meilleur que tous. Tu comprends que détruire tes ennemis te fait leur ressembler. Mais construire quelque chose de beau te rend toi-même. On frappa à la porte de leur appartement ce soir-là, si inopinément qu'ils se figèrent tous les deux,
se regardant avec des expressions identiques de confusion et d'inquiétude. Personne ne leur rendait jamais visite à l'improviste. Julien ouvrit la porte avec précaution et trouva sa mère, Eleanor Sterling, debout dans le couloir. Elle avait terriblement vieilli depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Son visage était tiré. Ses vêtements chers flottaient sur une silhouette qui avait perdu trop de poids, trop rapidement. Ses yeux étaient rouges, comme si elle pleurait depuis des semaines ou des mois. Elle regarda son fils avec un espoir désespéré mêlé de honte. « Puis-je entrer » demanda-t-elle doucement, sa voix se brisant. Julien se tourna vers Amara, qui hocha lentement la tête malgré l'oppression dans sa poitrine. Il s'écarta, laissant sa mère entrer dans leur modeste maison. Eleanor regarda autour d'elle les meubles simples, le petit espace qui était probablement plus petit que son dressing. Et quelque chose sur son visage s'effrita comme du vieux papier. « Vous vivez comme ça » murmura-t-elle, semblant sincèrement choquée. « Je ne savais pas. »« Je ne réalisais pas, que veux-tu, mère » demanda Julien, sans méchanceté mais sans chaleur non plus. Eleanor se tourna vers Amara, et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues, traçant des sillons dans son maquillage soigné. « S'il te plaît, dit-elle, la voix brisée, aidez-nous. La famille s'effondre. Ton beau-père ne l'admettra pas, il est trop fier, mais nous avons de sérieux problèmes. Les clients partent en masse. L'argent disparaît plus vite que nous ne pouvons le suivre. Les avocats disent que nous pourrions tout perdre. La maison, l'entreprise, tout. S'il te plaît. Je t'en supplie. » Amara se tenait très immobile, regardant cette femme qui était restée silencieuse à son mariage pendant que Victor la détruisait. Qui avait regardé son fils choisir entre sa famille et sa femme et n'avait rien dit. N'avait rien fait. Avait choisi le confort plutôt que le courage, à chaque fois. Qui n'avait jamais appelé une seule fois pendant leurs mois de pauvreté pour prendre de leurs nouvelles, pour offrir de l'aide, pour ne serait-ce que reconnaître leur existence. « Où étiez-vous » demanda Amara doucement, chaque mot précisément placé comme les pierres d'un mur. « Quand j'ai été abandonnée ? Où étiez-vous quand votre mari m'a humilié devant tous ceux qui comptaient ? Où étiez-vous quand nous dormions par terre et mangions un repas par jour ? Où étiez-vous quand votre fils avait besoin de sa mère ? J'avais peur. » Sanglota Eleanor, tout son corps tremblant. « J'étais une lâche. Je le sais. Je l'ai toujours su. Mais s'il te plaît. Je t'en supplie. Nous sommes de la famille. » Non. La voix d'Amara était douce mais absolument ferme. Inébranlable comme la pierre. Vous êtes sa famille. Nous sommes la nôtre. On ne peut pas acheter la loyauté avec des regrets. On ne peut pas annuler des années de silence avec des larmes soudaines. Vous avez choisi votre camp quand ça comptait. Quand prendre position vous aurait coûté quelque chose. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Eleanor se tourna vers Julien, tendant vers lui des mains tremblantes. « Mon fils, s'il te plaît. Je sais que je t'ai déçu. Je sais que j'aurais dû te défendre, toi et ta femme. Mais je suis ta mère. Ne. » Julien recula, sa main trouvant celle d'Amara, leurs doigts s'entrelaçant avec une aisance habituelle. « Elle a raison. Tu as choisi père plutôt que nous. Tu as choisi le confort plutôt que l'intégrité. Tu as choisi le silence, quand parler aurait compté. Je suis désolé que tu souffres. Je le suis sincèrement. Mais nous ne pouvons pas te sauver des conséquences que tu as aidé à créer. » Eleanor partit en pleurant, ses sanglots résonnant dans le couloir longtemps après la fermeture de la porte. Après son départ, Amara et Julien se serrèrent l'un contre l'autre dans un silence lourd. Ce n'était pas un moment de triomphe ou de justification. C'était triste, nécessaire et douloureux, comme l'est toujours le fait de poser des limites. Quand l'amour et la blessure s'en mêlent. « Avons-nous fait ce qu'il fallait » demanda Amara doucement. « Oui, » dit Julien avec une conviction absolue. Les aider ne les guérirait pas, ni ne leur apprendrait quoi que ce soit. Ça ne ferait que retarder la leçon qu'ils ont désespérément besoin d'apprendre, que la peur et la cruauté finissent par tout consumer sur leur passage. 2 semaines plus tard, de nouvelles attaques vinrent d'une direction différente. Des concurrents, voyant le succès rapide d'Amara et reconnaissant la menace qu'elle représentait, commencèrent leur propre campagne coordonnée. Mais celle-ci était plus sophistiquée que les calomnies grossières de Victor. Des rumeurs se répandirent dans les cercles industriels sur une relation inappropriée entre Amara et Malik.
Des accusations d'irrégularité financière et de « maquillage des comptes » pour rendre leurs résultats meilleurs qu'ils ne l'étaient. Des mensonges conçus non seulement pour blesser Amara, mais pour briser le partenariat. Pour planter un coin entre elle et Julien. Avec la plus vieille arme du répertoire, la jalousie sexuelle. Les tabloïds s'emparèrent des histoires avec une malveillance joyeuse. Des photographies d'Amara et Malik quittant un dîner d'affaires parfaitement innocent furent recadrées et anglais pour suggérer l'intimité. Des légendes dégoulinant d'insinuations et de venin. Les histoires étaient absurdes pour quiconque les connaissait réellement, facilement réfutables par une simple vérification des faits. Mais elles se répandirent comme une traînée de poudre quand même, parce que le scandale est plus intéressant que la vérité. Julien trouva Amara lisant le dernier article dans leur bureau tard une nuit, longtemps après que tout le monde soit parti. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, ses yeux rouges d'avoir pleuré. « Ils n'arrêteront pas », dit-elle d'une voix rauque, écorchée. « Peu importe ce que nous accomplissons, peu importe notre succès, ils trouveront toujours de nouvelles façons d'essayer de nous détruire. De nouveaux mensonges à répandre. De nouvelles armes à utiliser. » Julien prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder, à voir la certitude absolue dans ses yeux. Ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils n'ont jamais construit. Notre mariage. Notre partenariat. Notre amour. Ils n'ont joué aucun rôle dans la création de tout cela. Donc ils n'ont aucun pouvoir pour y mettre fin. Aucun. Comment peux-tu en être si sûr? Comment peux-tu avoir autant de foi, après tout? Parce que je te connais. Je connais la femme qui m'a soutenu quand j'ai abandonné tout ce que j'avais toujours connu. Je connais la femme qui travaille 20 heures par jour pour prendre soin de nos employés. Je connais la femme qui préférerait dormir par terre avec moi que dans des manoirs sans moi. Il l'embrassa sur le front, les joues, les lèvres. Je nous connais. Je sais que ce que nous avons est réel d'une manière que ces gens ne comprendront jamais. Ils pensent que l'amour est fragile. Facilement brisé par les ragots et les scandales fabriqués. Ils ne réalisent pas que c'est la chose la plus forte au monde, quand c'est vraiment réel. Je suis si fatigué de me battre. Alors repose-toi. Appuie-toi sur moi. Laisse-moi nous porter un moment. Il la serra dans ses bras, la tenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Nous nous relayons pour être forts. C'est ça, être partenaire. Ils firent l'amour cette nuit-là, lentement, tendrement, dans leur bureau, sur le canapé qu'ils savaient enfin pu s'offrir. Ils se rappelèrent l'un à l'autre avec leur corps ce que les tabloïds ne pourraient jamais toucher, ce que les mensonges ne pourraient jamais diminuer, la vérité absolue de leur connexion. La fondation inébranlable qu'ils avaient construite ensemble, à travers le feu et les épreuves. Le lendemain matin, ils publièrent une unique déclaration par l'intermédiaire de leur avocat. Simple et clair, notre mariage est bâti sur une confiance qui a été gagnée au fil des années à nous choisir l'un l'autre, quand se choisir était la chose la plus difficile au monde. Les mensonges ne sont que du bruit. Ils ne dirent rien de plus. Ne donnèrent aucune interview. Ne fournirent aucun commentaire supplémentaire. Ils laissèrent leur relation parler d'elle-même, à travers leurs actions. La façon dont Julien apportait toujours son café à Amara chaque matin. La façon dont elle touchait toujours sa main quand ils se croisaient au bureau. La façon dont ils se regardaient en réunion comme si personne d'autre n'existait. Comme s'ils partageaient une blague privée que le reste du monde ne comprendrait jamais. Les attaques s'estompèrent parce qu'il n'y avait rien pour les alimenter. La vérité est ennuyeuse. L'amour qui endure simplement, qui refuse d'entrer dans le drame, ne fait pas les gros titres. Finalement, même les tabloïds passèrent à des cibles plus faciles. Des gens qui riposteraient et créeraient le conflit qui vend du papier. Amara et Julien endurèrent. Ils enduraient toujours. C'était leur super pouvoir. La capacité de continuer à se choisir, de continuer à construire ensemble, de continuer à s'aimer à travers tout ce que le monde leur lançait. Une invitation gaufrée arriva un matin, livrée par coursier dans une enveloppe épaisse. Amara était invitée à prendre la parole au Forum économique mondial. Le rassemblement le plus prestigieux du monde des affaires. La même scène que Victor avait dominée pendant 2 décennies. La même plateforme qu'il avait utilisée pour sermonner les autres sur le leadership et le succès, pendant que son propre empire pourrissait de l'intérieur. Amara tint l'invitation dans ses mains tremblantes et regarda Julien. C'est réel. C'est vraiment en train d'arriver. Tu le mérites, dit-il simplement. Le monde rattrape enfin son retard. Chapitre 7, l'ascension du phénix. Elle se tenait devant des milliers de personnes.
Une femme à qui l'on avait donné 5 minutes pour vider son bureau. Et maintenant, le monde était suspendu à ses lèvres. Le Forum économique mondial se tenait dans un immense centre de congrès qui semblait conçu pour que même les gens confiants se sentent petits. Tout en verre et en acier, une architecture moderne qui s'élevait vers le ciel comme une cathédrale du capitalisme. Des milliers de dirigeants, de leaders d'opinion, d'innovateurs et de journalistes s'étaient rassemblés du monde entier. Les personnes les plus puissantes du monde des affaires, toutes convergeant vers ce lieu unique. L'auditorium principal pouvait accueillir 10 000 personnes, et chaque siège était occupé, avec des centaines d'autres debout au fond et le long des murs. Amara se tenait en coulisses dans un tailleur simple mais élégant. Pas de marque, pas cher, mais parfaitement coupé et professionnel. Elle l'avait acheté elle-même, avec son propre argent. Et se fait compter plus que n'importe quelle étiquette ne le pourrait jamais. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attendait son introduction. Le discours qu'elle avait préparé était mémorisé, mais son esprit devenait blanc de peur, les mots disparaissant comme de l'eau entre ses doigts. Julien se tenait à côté d'elle, comme toujours. Sa main chaude et stable au creux de son dos. « Tu vas être magnifique », murmura-t-il, sa voix tranchant dans la panique. « Et si j'oublie tout ? Et si je me fiche sur scène ? Et si ? Alors tu prendras une grande inspiration, tu te souviendras qui tu es, et tu parleras avec ton cœur. Ces gens ne sont pas venus entendre une performance parfaite. Ils sont venus entendre la vérité. C'est tout ce que tu as besoin de leur donner. » La voix de l'annonceur retentit dans les haut-parleurs, résonnant dans l'espace massif. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Amara Bennett, fondatrice et PDG de Bennett Sterling Innovation. » Les applaudissements furent polis. Professionnels. Mais Amara pouvait entendre le courant sous-jacent de scepticisme. Ils étaient venus voir si elle était réelle ou juste un feu de paille. Une autre personne qui avait eu de la chance une fois et qui retournerait dans l'obscurité. Elle embrassa Julien une fois, rapidement, puisant de la force dans ses lèvres. Puis elle monta sur scène. Les lumières étaient aveuglantes. La mer de visage, écrasante. Pendant un instant terrible, Amara ne put se souvenir pourquoi elle était là ou ce qu'elle était censée dire. Puis elle trouva Julien au premier rang. Assis exactement là où il avait promis d'être. Ses yeux pleins de fierté et d'amour. Elle prit une inspiration. Et commença. Il y a 5 ans, on m'a donné 5 minutes pour vider mon bureau. Sa voix résonna clairement dans l'auditorium, stable malgré son cœur battant à tout rompre. Mon beau-père, le PDG de l'entreprise où je travaillais, m'a licencié devant toute l'équipe de direction. C'était conçu pour m'humilier. Pour me briser. Pour prouver que je n'avais pas ma place dans son monde. Dans aucun monde qui comptait. Le public était complètement silencieux. 10 000 personnes retenant leur souffle collectif. Il avait raison. Je n'avais pas ma place dans son monde. Parce que son monde était bâti sur la peur. Sur le fait de rabaisser les gens pour qu'ils puissent se sentir grands. Sur le fait d'écraser quiconque osait être différent, penser différemment, défier le statu quo qui protégeait son pouvoir. Elle fit une pause, laissant son regard balayer la foule. Voyant des visages qu'elle reconnaissait dans les publications économiques. Des dirigeants d'entreprises du Fortune 500. Des gens dont la richesse pouvait acheter des nations. Je ne me suis pas brisé ce jour-là. J'ai souri. J'ai dit merci. Et je suis sorti la tête haute. 22 collègues m'ont suivi hors de ce bâtiment. Renonçant à la sécurité, au confort et à tout ce qui était sûr, parce qu'ils croyaient en quelque chose de plus important que les chèques de paie. Ils croyaient au droit d'être traités avec dignité. D'être vus comme des êtres humains plutôt que comme des instruments à utiliser jusqu'à ce qu'ils cassent. La voix d'Amara se renforçait à chaque mot, la peur se transformant en conviction. Ils ont essayé de m'enterrer après ça. Ils ont essayé de nous enterrer tous. Ils ont répandu des mensonges. Lancé des campagnes de dénigrement. Utilisé chaque once de pouvoir, d'influence et d'argent pour détruire ce que nous construisions. Ils ont appelé chaque client potentiel, les avertissant de rester à l'écart. Ils ont placé des articles dans les médias remettant en question ma compétence, mon intégrité, mon humanité même. Ils ont utilisé comme arme le racisme, le sexisme et tous les outils d'oppression qu'ils pouvaient trouver. Le public remua. Mal à l'aise, peut-être, mais incapable de détourner le regard. Ils ont oublié quelque chose de crucial. Elle sourit alors, et c'était féroce et entendu.
Les graines poussent le plus fort dans l'obscurité. La pression crée les diamants. Et l'amour réel, vrai, inébranlable est la force la plus puissante de l'univers. Le public éclata en applaudissements spontanés, mais Amara leva la main, demandant le silence. Elle avait plus à dire. Je ne suis pas ici pour parler de vengeance ou de justification. Je suis ici pour parler d'un autre type de pouvoir. Le pouvoir qui vient du fait d'élever les autres au lieu de les rabaisser. Le pouvoir de construire quelque chose de réel au lieu de projeter une illusion de succès pendant que tout pourrit sous la surface. Le pouvoir de choisir l'intégrité quand la cruauté serait plus facile. Quand la cruauté serait plus rentable. Quand la cruauté est ce que tout le monde attend. Elle regarda à nouveau directement Julian, et sa voix s'adoucit d'émotion. Mon mari m'a appris quelque chose de beau. Il m'a montré que lorsque vous enlevez tout l'argent, les relations, le filet de sécurité du privilège et qu'il ne vous reste plus que l'un l'autre, vous découvrez que vous avez tout ce qui compte vraiment. Nous avons mangé des nouilles instantanées sur des sols en béton et appelions ça un festin. Nous avons dormi sur des matelas pneumatiques dans un sous-sol glacial et appelions ça un foyer. Nous n'avions rien selon les standards mesurables. Et nous avions tout ce qui ne peut être mesuré. Tout en même temps. Il y avait maintenant des larmes dans les yeux à travers l'immense auditorium. Des gens puissants pleurant ouvertement devant la simple vérité qu'elle énonçait. Maintenant, nous avons construit quelque chose d'extraordinaire. Non pas parce que nous sommes plus intelligents ou meilleurs que quiconque. Non pas parce que nous avions des avantages, des relations ou un accès spécial. Nous l'avons construit parce que nous avons refusé de faire des compromis sur ce qui comptait. Nous avons traité les gens comme de la famille au lieu de ressources. Nous avons choisi la vérité plutôt que la facilité, à chaque fois. Nous avons bâti la loyauté au lieu de la peur. Nous avons créé une fondation de respect, de confiance et de bienveillance authentique les uns envers les autres. Et cette fondation s'est avérée plus solide que n'importe quel empire bâti sur la cruauté ne pourrait jamais l'être. L'ovation debout commença avant même qu'elle n'ait terminé sa dernière phrase. Elle déferla dans l'auditorium comme le tonnerre. 10 000 personnes debout, applaudissant jusqu'à ce que leurs mains doivent leur faire mal. Certains pleurant. Tous émus par l'honnêteté brute qu'elle leur avait offerte. L'ovation dura 7 minutes complètes. 7 minutes d'applaudissements soutenus qui serrèrent la poitrine d'Amara d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. Elle se tenait sur cette scène, se sentant plus exposée et plus puissante qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. En coulisses, Julian l'attrapa dans ses bras à l'instant où elle fut hors de vue, la soulevant complètement du sol. Tu as été incroyable. Parfaite. Plus encore que je ne l'avais rêvé. J'étais terrifié à chaque seconde. Tu as été magnifique. Il la reposa juste assez pour l'embrasser profondément, déversant des années de fierté et d'amour dans ce baiser, sans se soucier des caméras, de la presse ou du monde qui regardait. Je suis si profondément fier d'être ton mari. En quelques heures, le discours devint viral d'une manière qui transcendait les simples nouvelles économiques. Des extraits apparurent partout. Partagés des millions de fois sur toutes les plateformes. Cités dans des articles, des publications et des discussions qui allaient bien au-delà de leur secteur. La vidéo complète fut visionnée des dizaines de millions de fois. Ces mots sur les graines poussant dans l'obscurité devinrent un mème, un cri de ralliement, un symbole d'espoir pour quiconque affrontait ses propres géants. Mais plus important encore, ils reçurent des messages. Des milliers et des milliers. De personnes piégées dans des environnements de travail toxiques, trouvant le courage de partir. De personnes affrontant leurs propres adversaires puissants et ayant besoin de savoir que la résistance était possible. De personnes qui avaient perdu l'espoir que le bien puisse gagner dans le monde réel et qui avaient désespérément besoin de la preuve que parfois, juste parfois, les bons gagnent vraiment. Amara était assise dans leur appartement ce soir-là, maintenant réellement confortable avec de vrais meubles et de l'art au mur, lisant message après message et pleurant. Nous donnons de l'espoir aux gens, dit-elle à Julian, la voix épaisse d'émotion. Non, mon amour. Il la serra contre lui, la tenant contre sa poitrine. Tu leur donnes la preuve. La preuve que les bons peuvent gagner. Que l'amour peut vaincre la peur quand on refuse d'abandonner. Que choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile compte vraiment dans le monde réel. Que l'intégrité et la gentillesse ne sont pas des faiblesses, mais les armes les plus puissantes que nous ayons. La valeur de l'entreprise tripla du jour au lendemain alors que les clients se bousculaient pour travailler avec la femme qui avait dit une vérité si puissante sur la plus grande scène du monde. Mais les chiffres, aussi satisfaisants soient-ils, importaient moins que le changement de narratif.
Amara n'était plus la femme qui avait été licenciée. Ou le personnage controversé. Ou l'embauche de la diversité. Elle était une visionnaire. Une leader. Un symbole de ce qui était possible quand on refuse de laisser le monde vous rabaisser. À l'autre bout de la ville, Victor regardait le discours sur son ordinateur, ses mains tremblant alors qu'elle survolait le clavier. Il voulait la contacter. Dire quelque chose. Mais que dirait-il? Les mots qu'elle avait prononcés étaient doux mais dévastateurs, exposant tout ce qu'il avait construit comme étant creux, craintif et fondamentalement faible. Son empire s'effondrait pendant que le sien s'envolait. L'ironie était presque poétique. Presque belle dans sa symétrie brutale. Le manoir dont il avait été si fier fut mis sur le marché à un prix embarrassant de faiblesse par rapport à ce qu'il avait payé. Les maisons de ses frères furent saisies. Toute la richesse de la famille s'évaporant, comme la brume matinale sous un soleil de plomb. Le pouvoir et le prestige disparus, révélant le vide qui avait toujours existé sous les surfaces coûteuses. Pendant ce temps, l'entreprise d'Amara et Julien devint un titan de l'industrie. Bâtie sur la fondation radicale de réellement se soucier des gens. Ils aidèrent chacun de leurs 22 collègues d'origine à acheter des maisons, à créer des fonds d'études pour leurs enfants, à partager de manière significative le succès de l'entreprise. Ils créèrent un modèle que d'autres entreprises commencèrent à essayer de reproduire. Bien que la plupart échouèrent, parce qu'elles ne comprenaient pas qu'on ne peut pas simuler une bienveillance authentique. Soit vous accordez de la valeur aux gens, soit vous ne le faites pas. Il n'y a pas de juste milieu. Cassandra se tenait dans la salle de conseil vide de ce qui restait de Sterling Industries. Regardant la photographie de Victor à l'époque de sa gloire. Et elle réalisa avec une clarté absolue que l'Empire était terminé. Tout ce qu'ils avaient construit, tout ce dont ils avaient été fiers, avait été bâti sur du sable. Et la marée était enfin montée. Chapitre 8, le pèlerinage des brisés. Il vint un par un. La famille qui avait été unie dans la cruauté, maintenant brisée en morceaux, implorant la pitié. La famille de Victor commença son humiliant pèlerinage en automne. La première fut la femme qui s'était moquée d'Amara sans pitié. Qui l'avait coincée dans les toilettes pour lui murmurer du venin. Elle apparut au bureau de Bennett Sterling, l'air diminué. Vêtements chers maintenant usés, cheveux montrant des racines grises, visage marqué par de nouvelles rides d'inquiétude. La réceptionniste appela, nerveuse. Il y a une Cassandra Sterling ici pour vous voir. Sans rendez-vous. Amara ferma brièvement les yeux. Faites-la monter. Cassandra entra dans le bureau d'angle d'Amara et s'arrêta juste après la porte. Se tordant les mains nerveusement. Toute son ancienne confiance envolée. Merci de me recevoir, dit-elle doucement. Amara désigna une chaise mais resta debout, Julien à ses côtés. Que veux-tu, Cassandra? J'ai besoin de travail. N'importe quoi. J'ai entendu dire que vous embauchiez et j'ai pensé. Tu as pensé quoi? La voix d'Amara était calme mais inflexible. Que j'oublierais chaque mot cruel? Chaque rire moqueur? Chaque fois que tu as essayé de me faire sentir moins qu'humaine? Le visage de Cassandra se décomposa. J'avais tort. J'étais jalouse et petite. S'il te plaît. Je n'ai plus rien. Mes économies ont disparu. Je ne trouve de travail nulle part. J'ai juste besoin d'une chance. Amara ne ressentit rien. Pas de colère. Pas de satisfaction. Juste une limite tranquille. Non, dit-elle simplement. S'il te plaît. Tu as eu des chances, Cassandra. D'être gentille quand j'étais vulnérable. De prendre position quand ton neveu choisissait entre sa famille et sa femme. D'être humaine. Tu as choisi la cruauté. Maintenant, tu vis avec ce choix. Cassandra partit en sanglotant, et Amara la regarda partir avec quelque chose comme de la pitié, mais surtout de l'épuisement. Il vint en un flot continu après cela. Les frères de Victor, visage hagard, demandant des emplois ou des prêts. Des cousins qui avaient ri à son mariage, suppliant maintenant pour des relations. Amara les recevait tous poliment, écoutait en silence, et les éconduisait avec le même mot tranquille, non. Julien regardait sa femme gérer ce défilé avec une grâce constante. Jamais cruelle. Ne jubilant jamais. Juste ferme. Est-ce que ça fait du bien? Demanda-t-il un soir, de les refuser. Amara réfléchit sérieusement. Non. Ça semble nécessaire. Il ne demande pas pardon.
Ils demandent à être sauvés des conséquences. S'ils étaient ici pour s'excuser sincèrement, peut-être que je ressentirais les choses différemment. Mais ils veulent juste que je répare ce que leur cruauté a brisé. Je ne peux pas faire ça. Je t'aime, dit soudain Julian. Elle sourit. Je sais. C'est la seule raison pour laquelle j'ai survécu assez longtemps pour être ici. Puis vint l'offre audacieuse. Les avocats de Victor arrivèrent avec des contrats offrant à Amara le contrôle total de ce qui restait de Sterling Industries. La pleine propriété. La famille se retirerait entièrement. Amara lut attentivement. C'était légitime. Correctement rédigé. Il lui offrait le royaume. Admettant leur défaite de la manière la plus formelle possible. Elle posa les papiers. Dites à Victor que ma réponse est non. Mademoiselle Bennett, c'est incroyablement généreux. Je ne répare pas les ruines. L'interrompit-elle doucement. Je bâtis des avenirs. Son entreprise est finie, car elle a été construite sur la peur. Ses fondations sont fissurées au-delà de toute réparation. En prendre le contrôle reviendrait à maquiller un cadavre. Il est toujours mort. Les avocats partirent, déconcertés. Julian lui serra la main. C'était la seule approbation qui comptait. Les médias couvrirent chaque rejet. L'opinion publique se divisa nettement. Certains qualifiaient Amara de vindicative, d'autres la voyaient comme un symbole de force, une femme qui avait gagné le droit de protéger ce qu'elle avait bâti. Amara ne lisait rien de tout cela. L'opinion des autres n'était que du bruit. Les seules opinions qui comptaient appartenaient aux personnes qu'elle aimait et respectait. Un soir, sur le balcon de leur pentouse, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil peindre la ville d'or, Julian demanda doucement, « Est-ce que tu regrettes parfois ? Quoi que ce soit. La lutte, la douleur ?» Amara lui prit le visage entre ses mains. « Chaque instant de douleur m'a mené ici. À toi. À nous. À cette vie que nous avons bâtie ensemble. Comment pourrais-je regretter le chemin qui m'a conduite à la seule chose qui ait jamais vraiment compté ?» Elle l'embrassa alors que le soleil disparaissait. Ils restèrent dans l'obscurité grandissante, deux personnes qui s'étaient choisies quand elles n'avaient rien d'autre et qui referaient ce choix chaque jour. Leur amour avait survécu à tout. Il survivrait à n'importe quoi. L'assistante de Victor posa un message sur son bureau le lendemain matin, la voix empreinte de pitié, « Monsieur Sterling, votre fils et votre belle-fille visiteront le domaine demain. Ils ont demandé votre présence. » Chapitre 9, l'orage qui grondait la demeure qui avait autrefois symbolisé le pouvoir se dressait, vide, ses couloirs résonnant des fantômes de l'arrogance passée. Amara et Julian franchirent les grilles du domaine Sterling en silence. Les barres de fer s'ouvrirent dans un grincement qui semblait presque lugubre. Le parc était encore entretenu, mais avec une négligence visible. Les haies poussaient à l'état sauvage par endroits, des feuilles flottaient dans la fontaine autrefois cristalline. La peinture s'écaillait près de la maison d'invités qui avait jadis accueilli dignitaires étrangers et titans des affaires. Même l'aménagement paysager reflétait ce qui se passait à l'intérieur, un empire à l'agonie, tentant de maintenir les apparences alors que tout s'effondrait. Derrière eux, dans deux véhicules distincts, venaient 12 de leurs plus proches collègues. Des témoins qu'Amara avait insisté pour amener. Elle avait besoin de gens qui comprenaient tout le parcours, qui avaient marché sur ce chemin impossible depuis les sous-sols où ils dormaient sans oreiller jusqu'aux salles de conseil où ils inspiraient le respect et le pouvoir. Des gens qui savaient ce que ce moment signifiait, ce qu'il avait coûté pour en arriver là. Le domaine se dressait devant eux, massif et froid, et pourtant, étrangement plus petit que dans le souvenir d'Amara. C'est curieux comme les lieux autrefois écrasantes pouvaient rétrécir une fois qu'on cessait d'en avoir peur. Une fois qu'on réalisait que les bâtiments n'étaient que des bâtiments, et que le pouvoir n'était qu'une illusion qui ne fonctionnait que si l'on y croyait. Victor attendait dans ce qui avait été son bureau majestueux, la pièce d'où il avait régné sur son empire avec une autorité absolue. Mais aujourd'hui, l'espace semblait vide. Les meubles avaient été vendus pour payer les dettes. Le bureau antique sur lequel il avait signé des contrats d'1 milliard de dollars avait disparu, remplacé par quelque chose de moins cher venant d'un magasin de meubles. Les tapis persans avaient été vendus aux enchères. Les murs montraient des ombres rectangulaires là où des œuvres d'art inestimables avaient été accrochées. Seules quelques pièces restaient, insuffisantes pour remplir le vaste espace, donnant au vide un air intentionnel. Comme un monument à l'échec. Eleanor se tenait à côté de son mari, l'air frêle et effrayé, ses mains tremblantes agrippant un mouchoir. Cassandra se terrait dans l'ombre près de la fenêtre, son visage un masque de honte et d'espoir désespéré.
Le reste de la famille était rassemblé comme des endeuillés à des funérailles. Car c'était exactement cela, les funérailles de tout ce qu'ils avaient cru être, de tout ce qui, selon eux, les rendait spéciaux. Quand Amara entra, Julian à ses côtés et leurs 12 collègues formant un mur silencieux de soutien derrière eux, le souffle de Victor se coupa audiblement. Elle était si différente de la jeune femme effrayée qui avait remonté l'allée des années auparavant. La femme qu'il avait tenté de briser et de détruire par tous les moyens. Aujourd'hui, elle se déplaçait avec une certitude absolue, une puissance tranquille émanant d'elle comme la chaleur d'une flamme. Elle avait survécu à chaque épreuve et en était ressortie, non seulement intacte, mais transformée en quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Merci d'être venu, dit Victor, sa voix craquant sous le poids de l'âge, de la défaite et de quelque chose qui aurait pu être une humilité sincère. Amara hocha la tête mais ne dit rien, se déplaçant lentement dans la pièce comme si elle la voyait pour la première fois. Ou peut-être la dernière. Elle regarda les portraits des ancêtres Sterling toujours accrochés au mur, des hommes sévères en costumes coûteux qui toisaient le monde avec arrogance. Elle toucha les rares symboles restants d'une dynastie bâtie sur la peur et le contrôle. Julian restait près d'elle, sa présence un point d'ancrage stable en eau trouble. J'avais tort, dit soudain Victor, les mots semblant lui coûter tout ce qui lui restait. Surtout. Sur vous. Sur ce qui fait la force d'une entreprise. Ce qui fait une vraie famille. Ce qui compte vraiment dans ce monde. Il marqua une pause, sa gorge se nouant alors qu'il luttait pour continuer. Vous aviez raison sur le leadership, la loyauté, l'amour. Sur tout ce que j'ai passé ma vie à croire sans importance. Amara s'arrêta et lui fit face. Elle ne disait toujours rien. Elle attendait juste, avec une patience infinie, qu'il finisse de s'auto-détruire avec la vérité. J'ai bâti un empire qui avait besoin d'ennemis pour survivre, continua Victor, la voix brisée maintenant, des larmes commençant à couler sur son visage buriné. Je pensais que la force venait de la peur, du contrôle de tout et de tous, de m'assurer que personne ne pourrait jamais défier mon autorité. J'ai vu mon fils trouver le vrai bonheur, le vrai amour. Et j'ai essayé de le détruire parce que j'étais terrifié. Terrifié que sa vie n'expose à quel point la mienne était vide. À quel point tout ce que j'avais construit avait toujours été creux. Eleanor sanglotait doucement. Le son était à peine audible, mais il remplissait étrangement la vaste pièce vide. Cassandra fixait le sol comme si elle voulait qu'il s'ouvre et l'engloutisse. Ce que vous avez bâti, dit Victor, désignant vaguement Amara, Julian et les collègues derrière eux, telle une garde d'honneur, c'est tout ce que je prétendais que le mien était. Une loyauté réelle qui n'a pas besoin d'être achetée. Une force réelle qui n'a pas besoin de la peur pour se maintenir. Un héritage qui durera parce qu'il est bâti sur quelque chose de solide, de vrai. Quelque chose qui compte vraiment. Amara s'avança lentement vers lui et il tressaillit légèrement, s'attendant peut-être à la colère ou à la cruauté. Au lieu de cela, sa voix était calme et contemplative quand elle parla, presque douce dans son absolue honnêteté. Vous avez bâti un empire qui avait besoin d'ennemis pour survivre, acquiesça-t-elle, reprenant ses propres mots. J'en ai bâti un qui prospère grâce à la famille. La famille que l'on choisit, pas celle dans laquelle on est. La famille que l'on crée par le respect mutuel et l'attention sincère, pas celle dont on hérite par hasard. Elle se tourna vers les 12 collègues derrière elle, et sa voix se remplit de chaleur et de fierté. Voici ma famille. Ils m'ont suivi quand je n'avais rien à offrir, sauf l'honnêteté, le respect et la promesse que je ne les traiterai jamais comme des moins que rien. Ils ont travaillé à mes côtés à travers la pauvreté, les attaques, le doute et la peur. Ils y ont cru quand y croire semblait insensé. Ils sont la raison de notre succès, car ils ont compris que nous bâtissions quelque chose de plus grand que le profit. Quelque chose qui comptait plus que l'argent. Amara reporta son regard sur Victor, sans cruauté ni triomphe, juste une sorte de triste lucidité. Votre empire s'écroule parce qu'il a toujours été creux. Le mien grandit parce qu'il est réel. Parce qu'il est bâti sur des fondations que la peur, les mensonges ou les revers temporaires ne peuvent ébranler. C'est la différence entre nous. C'est la différence entre bâtir avec la peur et bâtir avec l'amour. Julian s'avança alors, sa main trouvant instinctivement celle d'Amara. Leurs doigts s'entrelacèrent avec l'aisance d'une longue habitude. Il s'adressa directement à son père, la voix ferme mais sans cruauté. Tu m'as appris que le pouvoir était tout. Que le contrôle, la peur et la domination comptaient plus que tout. Que montrer de la faiblesse était le pire des péchés. Il regarda Amara avec un amour si profond que plusieurs personnes dans la pièce durent détourner le regard.
Elle m'a appris que l'amour est la seule chose qui compte. Que traiter les gens avec dignité crée une loyauté que la peur ne pourra jamais égaler. Que d'être vulnérable avec la bonne personne est la chose la plus courageuse qui soit. Tu as créé un empire de la peur. Nous avons créé une famille de choix. Et seule l'une de ces choses survivra à l'épreuve du temps. La pièce sombra dans un silence profond. Le genre de silence lourd et significatif, comme l'instant avant que l'orage n'éclate, ou après que quelque chose d'irremplaçable ne se soit brisé. Le visage de Victor sembla s'effondrer sur lui-même, chaque ride se creusant, chaque ombre s'assombrissant. Il regarda son fils et la femme que son fils aimait, vit comment ils se tenaient ensemble, comme les deux moitiés d'un tout, et comprit enfin ce qu'il avait perdu en essayant de s'accrocher à des choses qui n'avaient jamais eu d'importance. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Éléanore d'une voix tremblante, à peine plus forte qu'un murmure. Amara tourna son regard vers sa belle-mère et, pour la première fois, quelque chose ressemblant à de la compassion vacilla sur son visage. Pas exactement du pardon, mais peut-être de la compréhension. La reconnaissance que certaines personnes sont trop faibles pour être courageuses quand le courage a un coût. Maintenant, vous apprenez à vivre avec les choix que vous avez faits, dit-elle calmement. Vous avez choisi le silence plutôt que le courage quand votre fils avait besoin de vous. Vous avez choisi le confort plutôt que l'intégrité quand prendre position aurait compté. Vous avez choisi de détourner le regard quand regarder aurait signifié voir votre propre complicité. Ces choix ont des conséquences. Il vous reste vos regrets. C'est tout ce que je peux vous offrir. Dehors, le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres dans les couloirs vides du domaine. La maison qui avait autrefois accueilli des centaines de personnes pour des fêtes somptueuses était maintenant presque vacante, un monument au pouvoir qui s'était consumé de l'intérieur, comme un feu dévorant son propre combustible. Amara et Julien se tenaient ensemble au centre du bureau, main dans la main, tandis que la famille qui l'avait rejeté les entourait maintenant, dans divers états de détresse et de désespoir. Ce n'était pas du triomphe qu'Amara ressentait en les regardant. C'était quelque chose de plus complexe et de plus difficile à nommer. De la tristesse pour ce qui aurait pu être s'ils avaient choisi différemment. Du soulagement pour ce qui était, parce qu'elle avait survécu à leur cruauté. Et la certitude absolue qu'elle avait fait les bons choix à chaque étape. Les 12 collègues se tenaient là, témoins de ce dernier chapitre, comprenant qu'ils assistaient à quelque chose de profond et de rare. Le renversement complet du pouvoir, accompli non par la vengeance ou la cruauté, mais simplement en vivant avec intégrité et en refusant de faire des compromis sur ce qui comptait. Les humbles héritants de la terre. Non par la violence, mais par la persistance. Non par la destruction, mais par la création. Victor tenta de parler à nouveau, sa bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun mot ne vint. Que restait-il à dire? Il avait bâti un empire sur la peur et le regardait s'effondrer comme des châteaux de sable face à la marée. Elle en avait bâti un sur l'amour et l'avait regardé se renforcer à chaque défi. La leçon était claire, brutale et absolument finale. Certaines fondations peuvent résister à n'importe quelle tempête. D'autres s'effondrent à la première véritable épreuve. Les membres de la famille bougeaient mal à l'aise, se regardant les uns les autres, regardant Amara, regardant le sol. N'importe où, sauf la réalité de ce qu'ils avaient perdu par leur propre choix. Ils s'étaient moqués d'elle, l'avaient rejetée, avaient tenté de la détruire. Et elle n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré d'une manière qui rendait leur vision du monde entière petite, mesquine et finalement insignifiante. Amara prit une profonde inspiration, se préparant à dire la phrase qui mettrait fin à cette histoire ou la transformerait en quelque chose d'inattendu. Elle regarda Julien et il hocha légèrement la tête, lui faisant entièrement confiance, soutenant le choix qu'elle s'apprêtait à faire. « J'ai quelque chose à dire » dit Amara calmement, sa voix tranchant le lourd silence comme un couteau. « Et vous allez écouter chaque mot. » Chapitre 10 « L'Empire renaît de ses cendres. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est l'ultime pouvoir de ceux qui ont déjà tout gagné. » La famille Sterling était agenouillée devant elle dans le grand hall. Tous. Même le fier Victor, posant les genoux sur ce sol de marbre qu'il avait jadis foulé tel un roi. Éléanore, Cassandra, les frères, les cousins et les parasites qui avaient bâti leur identité sur la proximité d'un pouvoir qui n'était plus qu'un souvenir. Les 12 collègues se tenaient comme des sentinelles silencieuses derrière Amara, un mur de loyauté et d'amour gagné plutôt qu'hérité. Julien restait à ses côtés, sa main dans la sienne, ses doigts chauds et stables. Elle regarda leurs mains entrelacées et puisa sa force dans cette simple connexion, dans ce contact qu'il avait soutenu à travers la pauvreté, les attaques et les moments où abandonner auraient été tellement plus faciles que de continuer à se battre.
Amara s'avança lentement, ses talons claquant contre le marbre avec un son qui résonnait dans le vaste espace. Elle s'arrêta devant Victor, l'homme qui lui avait donné 5 minutes pour vider son bureau comme si elle était un déchet à éliminer, qui avait tenté de l'effacer de la vie de son fils, qui avait utilisé chaque outil à sa disposition pour la détruire. « Vous m'avez détruite une fois, dit-elle, sa voix claire et inébranlable, chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau calme. Vous m'avez tout pris, sauf la seule chose que vous ne pouviez pas toucher, l'homme qui m'aimait. Vous avez essayé de m'enterrer, de m'effacer, de prouver que je n'étais rien. Mais vous avez oublié quelque chose de crucial. » Les épaules de Victor étaient secouées de sanglots, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Vous avez oublié que je ne suis pas de la terre que l'on recouvre. Je suis une graine. » La voix d'Amara se renforçait. Et les graines poussent avec le plus de force dans l'obscurité, perçant le béton et la pierre, devenant des arbres qui survivent aux bâtiments qui tentaient de les contenir. Elle désigna les collègues derrière elle. « Je me suis relevé de mes cendres non par vengeance, même si cela aurait été satisfaisant. Non pour vous prouver que vous aviez tort, même si vous aviez tort sur tout ce qui compte. Je me suis relevé de mes cendres par amour. Amour pour l'homme qui m'a choisi au détriment de tout. Amour pour les gens qui ont cru en moi quand y croire était un acte de foi. Amour pour le travail lui-même, pour la possibilité de créer quelque chose de réel dans un monde plein d'illusions creuses. » Eleanor sanglotait ouvertement. Cassandra ne pouvait croiser le regard d'Amara, son visage déformé par la honte. « Tout ce que vous voyez, mon entreprise, mon succès, mon pouvoir. Tout cela a grandi en traitant les gens comme s'ils comptaient, dit Amara. En voyant des êtres humains au lieu d'instruments. En bâtissant la confiance au lieu de la peur. En choisissant l'intégrité plutôt que la facilité, à chaque fois. C'est la différence entre votre empire et le mien. » Les mots restèrent en suspens, doux mais dévastateurs. « Je vous pardonne. » Un tonnerre dans le silence. Les mots atterrirent comme un tremblement de terre, remodelant tout. « Non pas parce que vous le méritez, » continua-t-elle rapidement, avant que quiconque ne puisse se méprendre sur ses intentions. « Ni parce que cela change le passé ou efface le mal que vous avez fait. Mais parce que je suis enfin, complètement, libre. Votre haine, votre rejet, votre cruauté n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Je ne les porte plus. Je les dépose et je m'en vais. » Victor leva les yeux, le visage ravagé par les larmes et le regret. « Ce que nous n'avons pas réussi à voir, murmura-t-il, la voix brisée, c'est que vous étiez tout ce que nous prétendions être. Vous avez bâti ce que je n'ai pas pu, un héritage qui compte. » « Oui, » acquiesça simplement Amara, sans triomphe dans la voix, juste une simple reconnaissance. « J'ai bâti un héritage d'amour, pas de peur. De respect, pas de contrôle. De vérité, pas d'illusion. » Elle se tourna vers Julien et il l'attira contre lui, pressant sa main sur sa poitrine où son cœur battait, fort et régulier, sous sa paume. Elle sourit, de ce sourire privé réservé à lui seul, et leurs yeux dirent tout ce que les mots ne pourraient jamais capturer. Dans son regard, elle vit tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble, chaque nuit sur des sols en béton, chaque repas partagé de nouilles bon marché, chaque baiser sous la pluie, chaque moment où se choisir leur avait coûté tout le reste. Elle vit leur avenir s'étendre devant eux, brillant et sans limite, bâti sur des fondations qui ne se fissureraient jamais. « Nous partons maintenant, » dit Amara en se tournant vers la famille agenouillée. « Vous pouvez garder vos regrets et vos salles vides. J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Alors qu'il marchait vers les portes massives, Julien se pencha et lui murmura à l'oreille, « Je t'aime plus que l'air que je respire. » Elle s'arrêta au milieu de ce grand hall, se tourna vers lui, entourée par les ruines de l'empire familial, et l'embrassa profondément. Un baiser contenant chaque bataille gagnée, chaque nuit survécue, chaque promesse tenue, chaque instant où ils avaient choisi l'amour plutôt que la peur. Les collègues détournèrent le regard avec respect, leur laissant ce moment d'intimité au milieu des décombres de l'ancien monde. Ils sortirent ensemble, les 12 suivant derrière eux dans une procession qui semblait presque cérémonielle. Dehors, le soleil perçait les nuages en rayons dorés, les baignant de chaleur après tant de froide obscurité. Julien serra Amara contre lui alors qu'il se tenait sur les marches du domaine une dernière fois. « Où allons-nous maintenant, mon amour ?» Elle sourit, féroce, libre et imparable. « En avant. Toujours en avant. » À l'intérieur du manoir vide, Victor regardait par la fenêtre son fils et sa belle-fille monter dans leur voiture, entourés de gens qui les suivraient n'importe où. Non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le choisissaient. Il comprit enfin,
avec une clarté brutale. Il n'avait pas perdu son fils à cause d'une femme. Il avait tout perdu à cause de sa propre arrogance. De sa propre peur. De sa propre incapacité à aimer quoi que ce soit plus que le pouvoir. Alors que leur voiture disparaissait au bout de la longue allée, Amara se pencha contre l'épaule de Julian, sentant la chaleur de son bras autour d'elle, la certitude absolue de sa présence. Il roulait vers un avenir bâti non sur la vengeance ou l'amertume, mais sur la vérité inébranlable que deux personnes qui se choisissent vraiment peuvent conquérir tout ce que le monde leur envoie. On l'a fait, murmura-t-elle. On continue de le faire, corrigea-t-il doucement en l'embrassant sur la tempe. Chaque jour ensemble. C'est ça qui est beau. Nous n'avons jamais cessé de nous choisir. Elle embrassa sa mâchoire, sa joue, et enfin ses lèvres alors qu'ils s'arrêtaient aux grilles du domaine. Derrière eux, le manoir rapetissait dans les rétroviseurs, un monument à un passé qui n'avait aucun pouvoir sur leur avenir. Un avertissement sur ce qui arrive quand on bâtit avec la peur au lieu de l'amour. Les 12 collègues suivaient dans les voitures derrière eux, parlant déjà des projets de demain, de l'expansion de la semaine prochaine et des innovations du mois suivant. Ils étaient une famille désormais, liés non par le sang mais par le choix, par la lutte surmontée ensemble, par une femme qui leur avait appris que la dignité et l'intégrité valaient plus que n'importe quel salaire. Amara et Julian roulèrent vers la ville, tandis que le coucher de soleil peignait le ciel de nuances d'or, de rose et de pourpre. Ils avaient commencé avec rien d'autre qu'eux-mêmes et avaient bâti quelque chose qui leur survivrait. Ils avaient choisi l'amour quand la cruauté aurait été plus facile, l'intégrité quand le compromis aurait été plus simple, la vérité quand les mensonges auraient été plus pratiques. Et ils avaient gagné de la seule manière qui comptait vraiment. Ils étaient devenus exactement qui ils voulaient être, non brisés par la haine, non courbés par l'adversité, inarrêtables dans leur engagement l'un envers l'autre et dans la construction de quelque chose de réel, ensemble. La fin n'était qu'un autre commencement.